Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le live Twitch Mademoiselle, bienvenue Taous, bienvenue Judith. Nous sommes en direct de 20 à 22 heures pour parler un petit peu de la place des femmes dans les films d'horreur. C'est un live en partenariat avec Alba Film et le film The Power qui sort demain, puisque demain nous sommes mercredi. Taous, bonjour. Bonjour. Je fais ça de manière super professionnelle, je suis trop fière de moi. On dirait, je sais pas, attends, c'est qui non, je sais pas, je citerai peut-être le Philippe Boulevard de l'horreur aujourd'hui. Philippe Bouvard, voilà, c'est ça. ça va être long. Et Judith Beauvalet, mais on peut peut-être utiliser vos pseudos, je sais pas, comment vous souhaitez un petit peu vous présenter. Moi, c'est Taous maintenant. Taous, nickel. Ouais, voilà, c'est fini. Et Judith Beauvalet de la chaîne Les Demoiselles de l'horreur, c'est ça ? Demoiselles d'horreur, ouais. Demoiselles d'horreur, excuse-moi. Deux passionnés de films d'horreur, je me trompe ? Non. Non. Je ne te trompe pas. Taous, toi, tu as une newsletter, c'est ça, dédiée aux films d'horreur ? Ouais, qui est payante. D'accord. Parce qu'il faut bien gagner sa croûte. C'est 2 € par mois, ça va, franchement. Et donc, c'est sur mon Patreon qu'on peut trouver le lien dans ma bio Twitter ou dans ma bio Instagram. Et c'est tous les dimanches matin. Très bien. Ça a commencé comment, cette passion pour les films d'horreur, toi ? Alors, l'anecdote que tout le monde connaît maintenant, c'est que un jour, j'étais à une soirée avec mon père et j'étais devant la télé pendant que lui il était avec ses potes. À un moment, il m'entend rire, il se demande ce qui me fait rire, il rentre dans la chambre, il voit que j'étais éclatée de rire devant un film d'horreur. J'avais 3 ans. Et à partir de ce moment-là, je lui ai dit « c'est vachement cool, c'est quoi ?» Donc il m'a expliqué ce que c'était que les films d'horreur. Il m'a dit « il y en a tous les vendredis soirs sur cette chaîne. » Je fais « Ok, tous les vendredis soirs, j'aurai mon film d'horreur alors. » C'est le seul caprice que j'ai fait quand j'étais gamine, c'était le vendredi soir, il me fallait mon film d'horreur. Ok. Et ça ne s'est jamais arrêté. C'est encore ta petite Friday routine ou pas ? Ah non, c'est vraiment tous les 2 jours maintenant. Tous les 2 jours, ok, ouais, grosse consommatrice. Ok, très bien. Et Judith, toi, t'es tombée comment dans le film d'horreur ? Alors moi, c'était quand j'étais, alors peut-être un peu moins petite que Taous, mais dans les 5-6 ans, je pense, je me souviens avoir été très choquée, par exemple, mais en même temps enchantée par le visionnage de La Nuit du Chasseur, par exemple, que j'ai trouvé très beau, mais alors en même temps vous parlez à une newbie totale du film d'horreur, il faut m'expliquer. La Nuit du Chasseur, what is it ? La Nuit du Chasseur, c'est plutôt un thriller réalisé par Charles Laughton, donc en noir et blanc avec Robert Mitchum, et c'est l'histoire d'un homme en fait qui va partir à la poursuite de 2 gamins dont il a assassiné la mère, et en fait il se doute que les gamins savent où est caché l'argent qu'ils vont hériter de leurs parents. Et donc, il va les poursuivre, mais c'est une sorte de boogeyman en fait dans ce film, même si c'est présenté plus comme un thriller. Et donc moi, la figure de Robert Mitchum dans ce film-là m'avait beaucoup effrayée. Donc il y a eu ça, puis il y a aussi mes parents qui ont essayé de me mettre devant la mouche. Enfin, ils m'ont pas mis devant la mouche, mais il se trouve qu'on regardait la télé, puis le film a commencé. Il y a une grosse période la mouche, c'est vrai, ouais, qui passait, je m'en souviens, ouais. Et celui-là, j'avoue qu'au départ, j'étais plutôt éclatée, puis au bout d'un moment, j'ai dit si on éteignait quand même, j'ai commencé à me sentir un peu inconfortable. Mais malgré tout, tu vois, la machine était enclenchée, et à partir de là, j'ai adoré aussi les ambiances gothiques. Je sais que ma mère, par exemple, est très fan de romans gothiques, donc tout ça, ça s'est fait de manière assez naturelle, on va dire. D'accord. Et t'as monté ta chaîne, du coup, il y a combien de temps ? Ouais, il y a 2 ans. C'était en janvier 2020. Donc une chaîne qui parle de films d'horreur parce que c'est le sujet que je voulais aborder, mais je voulais aussi avoir un angle un petit peu féministe. Donc c'est de l'analyse de mise en scène, mais centrée autour des personnages féminins dans les films d'horreur. D'accord. Les films de genre au sens assez large. Et aussi des interviews de réalisatrices et de comédiennes pour aussi mettre en avant les femmes qui font ces films-là. Ouais, ce qui tombe très bien pour The Power, parce que c'est un film qui a été réalisé par une femme avec évidemment une héroïne en premier plan. Donc ouais, il y a des choses à dire. Enfin, on en parlera plus tard évidemment sur le féminisme de ce film. Vous entretenez quel rapport avec l'horreur ? Parce que bon, moi je suis terrifiée, mais vous, ça vous procure quoi comme sensation qui vous fait que vous y revenez ? Qu'est-ce que ça fait moi, j'ai des étoiles dans les yeux en fait quand j'en parle. C'est de l'émerveillement, c'est de l'enchantement, et oui, il y a des moments où il y a du dégoût, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, mais en fait c'est tellement des moments qui sont limités dans le temps. C'est des capsules où je m'autorise à être anxieuse, à flipper, et une fois que c'est fini, on referme et c'est terminé. Et du coup, ma vie me paraît vachement moins stressante parce qu'au moins, j'ai pas un mec avec un crochet qui me court après, donc c'est cool. Et du coup, oui, donc ça c'est pour le côté angoisse, mais après pour tous les films qui me font plus peur depuis longtemps, mais que je regarde juste parce que je les aime, c'est des films doudou en fait.
Ça me réconforte. Carrément des doudous. Ouais, parce qu'en fait, j'ai toujours trouvé... Mais après, c'est mon éducation qui fait ça aussi, c'est que mon père m'a toujours vendu la figure du grand méchant loup comme quelque chose d'enviable et de cool. Le grand méchant loup, c'était pas le méchant dans ma maison, c'était au contraire, c'était le pote. D'accord. Et quand j'avais peur de trucs la nuit, il me disait toujours d'imaginer un monstre plus fort et plus grand encore qui pourrait me protéger et dont les petits monstres auraient peur. Et donc, moi, je me suis toujours mentalement entourée de monstres et je me suis aussi sentie très monstrueuse pendant très longtemps. D'accord. Et donc, quand je regarde ces films-là, je me sens représentée, je me sens comprise, je me sens entendue et ça correspond à tous les aspects de ma vie que j'ai rendus romantiques et magiques, alors que c'est comme ma fascination pour la mort, tu vois. Ça vient de la même chose, c'est juste, plutôt que d'en faire une source d'angoisse, je trouve ça terriblement poétique et je trouve beaucoup plus de plaisir à regarder quelque chose de monstrueux que quelque chose qui est de façon trop évidente, poétique, bucolique, machin, parce que oui, c'est bon, c'est évident. Tu mets un vol de papillon, c'est super, mais bien sûr que je vais trouver ça poétique. Alors que dans un film, si tu mets une rivière de sang, mais que derrière il y a un sous-texte romantique, un truc sur le rapport humain, sur le rapport à soi, et que c'est maculé de sang et d'ossements partout, oui, là ça me parle. C'était Dali qui faisait référence pompeuse dès le départ, mais qui disait qu'il adorait lui les couleurs du moisi. Et qui trouvait qu'il y avait quelque chose de super beau dans les reflets, dans les reliefs, que des fois, il fallait vraiment s'attarder sur un tout petit détail pour voir même dans le truc dégoûtant le merveilleux. Voilà, c'était ma minute prétentieuse. D'ailleurs, non, mais en vrai, une de mes couleurs préférées, c'est le glauque. Parce que le glauque, on l'utilise comme adjectif pour parler d'un truc qui est vert. Et en fait, c'est un vert assez pâle qui est hyper beau et que je trouve vraiment très proche de ces univers-là, et ça fait un peu moisi aussi. Ouais. Et du coup, j'adore. Et tu vois, tu me dis un verre glauque, oh oui, je veux une robe d'un verre glauque. Ici, on aime le pourri. Bienvenue sur le live qui aime le pourri. Voilà, pourri TV. Ça, on va, ça serait bien. Ça serait tellement bien. Il y avait Rotten quand on était jeune. Oui, il y avait Rotten. Il y avait complètement Rotten quand on était jeune. Ah, c'était il y a fort longtemps. Et Judith, toi, ça te procure les mêmes sensations ou t'es plus dans un autre rapport avec les films d'horreur ? Alors, ça dépend des sous-genres. Alors, il y a des films déjà qui me font peur. Au départ, c'est pour ça que j'aime l'horreur, c'est vraiment avoir peur. Je kiffe avoir peur. Ils me font peur, c'est vrai, mais souvent, tu vois, on me dit genre, non, moi, j'aime pas regarder les films d'horreur parce que j'ai peur. Mais oui, mais c'est tout ça l'intérêt. En fait, c'est vraiment un sentiment que j'aime beaucoup ressentir, comme quand le disait Taous, quand on sait que c'est dans un moment restreint et qu'on n'est pas réellement en danger. C'est comme le fait que j'adore les manèges à sensations fortes, par exemple. D'accord. Vois, c'est le même sentiment. Vous aimez souffrir. Ça vous regarde, voilà. Écoute, voilà. Je sais pas ce que ça dit de plus sur ma vie, je m'étendrai pas, mais voilà. Et oui, les manèges à sensations fortes. Et oui, aussi, moi, j'adore faire peur aux gens et j'adore qu'on me fasse peur, tu vois. C'est vraiment, je suis vraiment la meuf qui toujours se cache derrière une porte pour faire bouh, tu vois. Alors, combien de fois parce qu'on va se faire peur pendant le live, on ne sait pas. mais voilà. Et en fait, c'est vraiment ce genre de sensations-là que j'adore. Et au-delà de ça, il y a plein de symboliques rattachés à l'univers de l'horreur que j'aime beaucoup. Je trouve que, comme le disait un peu Taous, je trouve que le sang, c'est un symbole qui me passionne, qui peut être extrêmement poétique, et tout ce que ça exprime de la vie, de la passion, ça peut être vraiment... ça peut être vraiment très très beau, quoi. Ouais. Et il y a effectivement beaucoup de beauté à chercher là-dedans, je pense. Et je pense que quand on est devant ces films qui parlent de souffrance ou qui mettent en scène la souffrance pour parler d'autres choses, etc., ça soulage un peu notre propre souffrance de la vie de tous les jours. Ça permet d'extérioriser, soulager des choses. Enfin, je veux pas dire qu'un film d'horreur c'est un psy, tu vois, mais il y a un peu de ça. Enfin, voilà. Et de plus en plus, vous trouvez que c'est mieux fait, ou vous êtes attaché par exemple aux vieux films, ou vous voyez vraiment une progression, un changement un petit peu dans les films d'horreur actuels c'est un débat qui me dérange toujours, parce que c'est toujours mettre en opposition des choses ça n'a pas de sens en fait pour moi de comparer le cinéma des années 60 qui s'inscrit dans une époque qui est l'époque des années 60, et après les années 60 de quel pays, de quel continent aussi, c'est autre chose, à aujourd'hui avec les moyens techniques, avec les différentes choses qu'on vit aujourd'hui. Enfin, chaque cinéma correspond à son époque, et du coup, même en tant que spectateur, chaque film qu'on voit correspond à la période de la vie où on le voit. Et parfois, on voit un film à une période de notre vie, ça marche pas, on le revoit 10 ans plus tard, d'un coup, c'est une claque, ou l'inverse. Et je trouve que mettre de la temporalité en opposition dans la critique et l'analyse du cinéma, en dehors d'un point de vue social plus que d'un point de vue culturel, je trouve que ça met des obstacles au débat et au partage, parce que justement, on parlait de La Mouche. La Mouche, je trouve que c'est une des plus belles histoires d'amour jamais faites, jamais réalisées, et une des plus belles histoires d'humanité.
et c'est La Belle et la Bête à l'envers. C'est un conte merveilleux, je le trouve sublime. Alors que voilà, je l'ai vu à 8 ans, j'ai pas compris ça quand j'avais 8 ans. Je le vois aujourd'hui, je suis vraiment, mais mon âme qui est complètement étripée, écartelée par ce film, mais de la meilleure des façons. Et pourtant, c'est pas un film qui vient de sortir. Et il me fait l'effet d'une nouveauté parce que je le vois aujourd'hui d'un œil nouveau. Donc évidemment, le cinéma d'aujourd'hui, on pourra en parler longuement, il y a une renaissance en ce moment depuis presque 10 ans là, qui est assez extraordinaire. C'est génial, mais ça veut pas dire qu'il y a des époques qui se valent moins que d'autres, quoi. Je pense que de manière générale, on peut de toute manière toujours dire que à toute époque, il y a eu des chefs-d'œuvre et des navets, ça change pas. Et que le chef-d'œuvre des années 60, enfin je veux dire Les Innocents de Jack Layton, ça reste un chef-d'œuvre, ça reste incroyable, super flippant, et comme plein d'autres films de cette époque. De même qu'il y en a qui passent plus du tout aujourd'hui. Et aujourd'hui, et voilà, il y a beaucoup de gens qui disent que ouais, non mais les films d'horreur c'est souvent des nanars et tout. Bah ouais, mais il y a aussi de grands chefs-d'œuvre qui sont pas seulement d'excellents films d'horreur, mais d'excellents films tout court, parce que souvent les gens font la différence. Voilà, un excellent film d'horreur, c'est un excellent film. Donc voilà, ouais, non, il y a à prendre et à laisser dans toutes les époques, et effectivement, finalement, la période n'est pas tellement pertinente, je pense. Et vous avez l'impression justement que c'est considéré comme un sous-genre, les films d'horreur, ou que c'est vraiment mis sur le bas-côté de l'industrie cinématographique, que personne n'en veut en fait? Non, au contraire, justement, c'est ça qui est terrible, c'est que tout le monde en veut. Tout le monde en a besoin. C'est un des trucs les plus faciles à produire. Tout le monde a une idée de trucs flippants. Il y en a des milliards qui sortent par semaine. Vraiment, c'est assez ahurissant le nombre de films d'horreur qui sortent par an. Je me rends pas du tout compte. Moi, je suis abonné à un compte Twitter, c'est The Horror Calendar, et c'est une alerte à chaque fois qu'il y a un film qui est dispo en salle ou en VOD. D'accord. Et encore, c'est que pour les plus grosses productions et les trucs qui sont un peu au-dessus du radar, mais il y en a plein qui passent en dessous et on n'est même pas au courant. Donc c'est vraiment énorme la quantité. Mais à côté de ça, c'est un film qu'on retrouve jamais dans les trucs à récompense. Voilà, c'est ça. Les merci. Les trucs à récompense. Suivez bien tous les trucs à récompense. La cérémonie. Les cérémonies. Voilà. C'est des films qui sont même pas, c'est même pas qu'ils sont pas récompensés, c'est qu'ils sont même pas nommés. On n'en entend pas parler. Et c'est rarissime qu'on voit un film. Et justement, c'est très marrant parce que quand un film se retrouve dans cette catégorie-là, en général, aux Oscars ou quoi que ce soit, ah ouais, mais c'est pas vraiment un film d'horreur. Mais si genre quand Le Silence des agneaux a été nommé aux Oscars, tout le monde disait ouais mais non mais c'est pas pareil parce que c'est pas vraiment un film d'horreur. Il y a quand même un gars qui se fait des tenues entières avec des peaux de meufs, il y en a un autre qui mange des gens. Je sais pas pourquoi je rigole, je suis comme ça à rigoler, mais c'est pas du tout drôle en fait. Pardon. Mais oui, il se fait c'est un des films les plus flippants que j'ai vu de ma vie et ça le reste, et vraiment j'ai beau l'avoir vu presque 10 fois, à chaque fois mais peu importe, en vrai, que c'est mon mec qui m'avait trouvé cette métaphore que j'avais trouvé géniale, c'est sur mais c'est pas vraiment un film d'horreur parce que ça m'a pas fait peur. Tu dis pas c'est pas vraiment un film porno parce que j'ai pas bandé. S'il y a certains critères qui sont présents à l'écran, il faut avouer. Oui, mais c'est surtout si les gens qui le font te disent que c'est ça, et ben c'est ça, puis point barre. Carrément. Oui, c'est ça. C'est en fait le truc. Souvent, effectivement, les gens disent oui, mais si ça m'a pas fait peur. Mais le problème, c'est que la peur, c'est hyper subjectif. Que moi, je sais qu'il y a des films qui m'ont terrifiée. Parfois, j'en parlais à d'autres personnes en disant oh là là, mais ce film, j'ai cru que j'allais plus jamais redormir de ma vie et tout. Les gens me disaient bon, celui-là et inversement, tu vois. Donc, le fait que ça fasse peur ou pas, c'est pas un critère essentiel. Même si souvent on recherche la peur quand même. Et en fait, c'est vrai que derrière le terme horreur, souvent les gens vont tirer par le bas. C'est-à-dire que c'est pareil récemment, mais c'est un peu ce que tu disais. J'ai fait la présentation d'un film d'horreur dans un cinéma. C'était ça y est, je vais avoir oublié le nom là, mais le film avec Rebecca Hall qui est vraiment bien, La Proie du Nombre, récemment. Et il y a quelqu'un dans la salle qui martelait à chaque fois, parce que j'avais une discussion avec le public après avec ma collègue Éléonore, et le mec arrêtait pas de dire mais en fait c'est pas un film d'horreur, c'est pas un film d'horreur. On parle de The Night House, c'est ça? Oui, voilà. Je dis si, franchement là écoute, il y a un fantôme, je veux dire c'est vraiment un film d'horreur, c'est même pas subtil, c'est vraiment un film d'horreur. Il y a 45 000 jumpscares dans voilà, et il était là comme ça, c'est pas un film d'horreur, et il disait, et après est-ce qu'il avait 45 ans, 50 ans et très sûr de lui? Pas tant que ça, et ben voilà, et ben moi avec mes clichés. Après les hommes blancs vieillissent prématurément. On y reviendra à la suite de ce live. Non,
Et tout le long de mon intervention, avec Éléonore, en fait, il nous interrompait à chaque fois pour dire oui, mais par exemple, tu vois, tel film, c'est un film d'horreur, genre Massacre à la tronçonneuse et tout. Et alors, je dis pas que dire que Massacre, enfin, je veux dire, c'est un excellent film, donc ça veut pas dire tirer vers le bas, mais c'est-à-dire que horreur, ça signifie pour beaucoup de gens, pour les gens qui sont pas spécialement fans de ce genre, ça veut dire vraiment restreindre ça au torture porn, au slasher. Or, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, c'est aussi pour ça, je pense que du coup, ils restreignent l'horreur à des choses qui peuvent pas prétendre justement à des récompenses ou à un public plus large. Vous avez utilisé plein de termes que j'ai regardés, mais que... donc le jump scare, c'est un peu les effets de frousse, c'est ça, dans les films. Voilà. Le torture porn, c'est quand il y a des gros plans super longtemps sur des scènes c'est quand immondes. Le film est globalement centré autour du gore et du démembrage et de la torture de ces personnages. Ok, et il y avait un troisième thème, et le slasher, voilà, qui est... ça, alors, c'est en général quand tu as une bande d'adolescents qui sont plus ou moins poursuivis par une sorte de boogeyman qui les tue un par un à l'arme blanche. Ouais, ok, ouais, ça marche. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites parce que du coup, qu'est-ce que vous considérez, vous, être un film d'horreur Est-ce que c'est complètement subjectif, le film d'horreur, ou il y a finalement des choses qu'on retrouve à chaque fois et qui font que, justement, quand un Jean-Michel prend la parole pour vous dire c'est pas un film d'horreur, vous êtes comme ça, genre il y a ça l'est je pense que c'est plus subtil que ça. C'est plus subtil, d'avoir une charte exacte, mais oui, je pense qu'il faut que ça joue, parce que souvent on va vers le fantastique, en fait c'est pas forcément fantastique non plus du tout, parce que c'est pas le cas des slashers par exemple, mais enfin quoique, mais il faut que ça joue avec les angoisses, il faut que ça joue avec... Ouais, c'est vrai. À chaque fois, on est un peu en but face à cette question. C'est tellement. Mais c'est ça, en fait, c'est toutes les émotions et toutes les expériences négatives qui peuvent jalonner une vie humaine, et selon le traitement. Parce que t'as des films sur le deuil, tu vois, t'as les petits mouchoirs, quoi. Je sais même pas si c'est un truc sur le deuil, mais tu vois, les genres de comédies françaises où c'est un peu oh là là, on rigole entre potes et puis on chiale un peu parce qu'en fait, vraiment, il y a notre pote qui est mort. Il y en a plein des films comme ça. Des films sur le deuil d'horreur, il y en a plein aussi. Après, qu'est-ce qui va faire que l'un est un film d'horreur et l'autre un drame sentimental ? Ça se joue sur des petites subtilités. C'est comme si t'avais vraiment une myriade de critères et qu'à partir du moment où un film en coche un certain nombre, ça rentrait dedans, tu vois. Mais comme Le Silence des agneaux, moi c'est vrai que j'avais eu un petit débat avec moi-même avant de faire ma vidéo dessus, genre est-ce que c'est un thriller ou quand même c'est a priori c'est donc un thriller horrifique, on s'est arrêté là-dessus. Voilà. Mais les gens me disaient si, voilà, effectivement, il y a un type qui mange d'autres gens, il y a quand même une mise en scène du sang, il y a donc oui, ça rentre dans l'horreur, mais c'est aussi principalement un thriller. Donc, parce qu'il y a une enquête, tout ça, donc il y a les codes du thriller. Mais en fait, c'est ça qui est génial avec le film d'horreur aussi, c'est qu'il y a beaucoup de, tu vois, tu dis thriller horrifique, il y a des comédies horrifiques, il y a même des comédies romantiques horrifiques. En fait, tu peux prendre n'importe quel genre et lui mettre un vernis horrifique dessus, alors que c'est pas forcément possible avec tous les autres genres, tu vois. Je vois complètement. Et pour les gros débutants que je suis, par exemple, vous conseillez quoi comme film pour commencer, des films d'horreur ? Ça, je suis désolée, je sais jamais quoi répondre. Parce jamais. Que en fait, encore une fois, le genre est tellement vaste que je ne sais pas si tu vas plus s'accrocher à une histoire de fantôme ou à un drame gothique ou à un thriller horrifique ou un slasher, et ni quel est ton niveau de sensibilité, parce qu'en fait, c'est une responsabilité énorme de conseiller un film d'horreur à quelqu'un qui n'en a pas l'habitude, parce que ça peut créer justement on a tous des films où on s'est dit oh, j'aurais préféré pas le voir celui-là, ou alors pas tout de suite, j'étais pas prête, ou j'aurais préféré qu'on m'en parle avant, et du coup je préfère ne jamais répondre et juste explorer par soi-même, en s'intéressant justement aux images qu'on aime bien, aux métaphores qu'on aime bien, aux thèmes qu'on aime bien, les trucs qui nous attirent esthétiquement, qu'est-ce qui t'attire, vers quoi tu vas naturellement, et du coup commencer par là, et je pense que c'est une porte d'entrée comme une autre, et c'est toi qui vas ensuite te faire ton propre parcours, quoi. Je sais pas si toi t'as une liste. J'ai pas tellement une liste, je dirais que si je devais m'adresser à quelqu'un qui me ressemble énormément, à la moi plus jeune ou quoi, j'aurais tendance à conseiller Sleepy Hollow, parce que c'est devenu vraiment mon premier film d'horreur doudou. C'était vraiment, voilà, c'est parce que j'adore cette ambiance gothique et que ça me correspond parfaitement, et que je me suis sentie tout de suite très bien dans cet univers, et que je pense que c'est vraiment un des films avec lesquels j'ai compris c'est dans cet univers-là que je me sens bien, et c'est le mien, et voilà. Par contre, en général, quand je fais découvrir l'horreur à des amis qui sont pas du tout friands du genre, en général, je commence par Scream, parce que je trouve qu'il est drôle, qu'en même temps, il est vraiment horrifique aussi, que bon, il est fun, qu'il est très intelligent tout en étant très accessible. Je trouve que c'est un bon mélange, et puis que comme il est culte, il faut que les gens l'aient vu. Donc, puis ce qui est très marrant avec Scream, c'est que si tu les fais commencer par là, et qu'après ils aiment ça, et qu'ils commencent à regarder tous les classiques,
quand ils reviennent vers Scream après, et là, là t'as vraiment la vision méta, tu fais c'est tellement jouissif. Vraiment, le jour où j'ai revu Scream, parce que je l'ai vu pour la première fois, j'avais 10 ans et demi, 11 ans. Ouais. Rien bité à toutes les références, et quand je l'ai revu après avoir fait ma culture horrifique, vraiment j'étais accrochée à mon canapé en faisant vraiment orgasme de nerd. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'easter eggs, de choses un peu planquées dans le film. Enfin, on en parlait juste avant le live, que c'était peut-être le genre de la métaphore, justement. Enfin, qu'il y a évidemment ce rapport à la peur super viscérale, etc. Mais qu'il y a aussi plein de sous-lectures, comme dans The Power, justement, où tu te dis « Ah !» D'accord, j'ai compris, et qui est assez intéressant et sur lequel il faut peut-être être finalement un petit peu plus adulte ou avoir du bagage, je sais pas, pour comprendre. Ouais, pour comprendre, après ça n'empêche pas de le regarder et de pas comprendre, mais de ressentir. Et justement, c'est hyper intéressant de d'abord prendre le ressenti et après passer à l'intellectuel et faire mais la lecture émotionnelle en premier, je trouve que c'est important de la garder aussi. Et je pense que justement, là où, à l'époque où, à notre époque, tout le monde a besoin d'avoir une opinion, un avis, surtout un truc tranché, une hot take, les machins, tout ça. Et en fait, je pense que c'est important aussi de se laisser juste ressentir des choses et pas forcément les analyser tout de suite. Et même jamais les analyser si ça veut jamais faire tilt. Il y a des trucs, il y a des films, parfois, je vois tout le monde qui dit « Oh, c'était trop bien !» et moi, j'ai pas aimé, ou l'inverse. Et je me dis « Mais je suis débile ou quoi ?» Et c'est horrible, cette sensation, alors que parfois, c'est juste moi, ça te parle par pas, rapport à mon vécu, à qui je suis, ça m'a fait tel effet, et c'est tout. Et je vais pas me questionner plus que ça là-dessus, et je vais pas chercher à adhérer à un camp ou à un autre. Et en fait, l'horreur, je pense que c'est un genre où il faut vraiment, vraiment rester proche de ses émotions. Déjà parce qu'il faut faire attention à ne pas se faire traumatiser. Il faut vraiment se ménager. Il y a des trucs sur lesquels il ne faut pas... Voilà. J'en parlerai plus tard, mais c'est vrai que cette bande-annonce de Chucky en 89 n'est toujours pas passée. Mais c'est des trucs, tu les gardes à vie, quoi. Et donc, je pense que c'est important de garder une lecture émotionnelle des films d'horreur parce que c'est fait pour ça. Ça parle vraiment aux émotions, quoi. Tu es assez d'accord avec ce point de vue Oui, non, alors pour le coup, en plus, moi j'ai une chaîne vraiment d'analyse pour le coup, mais c'est vrai que par contre, souvent, tu vois, les gens en commentaire, ils me disent « Oh là là, mais c'est bon, on s'en fiche, pourquoi tu peux pas juste regarder un film ?» Et ce que je fais, bien sûr, et je suis tout à fait d'accord avec Taous, en fait, en vrai, l'analyse, ça reste très secondaire, même si j'aime faire ça. Je veux dire, aussi, parfois, les gens me disent « Oh là là, mais c'est fou, j'avais jamais vu ça au visionnage », et genre, c'est très gentil, mais en fait, peu importe, ce qui compte, c'est que le film t'ait touché et l'émotion qu'il t'a procuré, c'est la seule chose qui importe, c'est le seul but d'une œuvre d'art. Donc après, qu'il y ait des passionnés qui ont envie de décortiquer, d'analyser parce que ça leur fait plaisir, parce qu'à ce moment-là, ils pensent que c'est intéressant pour les gens, que ça intéresse aussi, très bien. Mais effectivement, c'est pas le but d'un film d'être décortiqué, je pense. C'est vraiment d'être ressenti. Enfin, c'est le but de n'importe quelle œuvre d'art. C'est vrai. Dans l'idéal. C'est vrai. Non, mais très bien. Je vais réfléchir à tout ça, moi qui a ce rapport un petit peu compliqué au film d'horreur. Et je vais vous proposer un petit quiz. Alors, on m'a dit... Voilà. J'ai rigolé un petit peu trop fort dans le micro, mais que voilà, on avait... toutes des relations un petit peu compliquées avec le quiz. N'hésitez pas à participer dans le chat si vous avez la réponse, évidemment. Ça sera évidemment axé autour des femmes dans les films d'horreur. Je vais poser mes questions et vous me dites... Plus, là, c'est la honte si on se plante. Vraiment... Oui, parce que donc, on a dit avant qu'on était nuls en quiz. Vraiment, je serais comme ça, genre... Ouh, si les réponses sont mauvaises, vraiment, je n'hésiterai pas. Non, on va commencer par un classique, évidemment, la saga L'Exorciste, qui est composée de 3 films et d'un préquel, donc un film qui se passe avant le premier, c'est ça, hein Voilà. On dit qu'une partie de l'équipe du tournage est devenue folle après le tournage du dit film, suite à plusieurs morts pendant la production. Vrai ou faux ? Vrai. C'est en effet vrai. Et ça m'a fait beaucoup flipper quand j'ai vu un petit peu... 9 personnes, c'est ça, qui ont perdu la vie au sein de l'équipe et de leurs proches pendant la production de L'Exorciste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu quoi ? Un incendie, c'est ça ? Je pense que c'est vraiment, encore une fois, un concours de circonstances. De circonstances et de malchance. Non, c'est le démon qui était Mais il y a un super documentaire là-dessus sur la plateforme de streaming spécialisée en horreur Shudder, qui n'existe pas encore en France. D'accord. A sorti une série documentaire qui s'intitule Cursed Films, ou Cursed Movies, je ne sais plus, l'un ou l'autre. Et en gros, chaque épisode, c'est sur un film supposément maudit, et il y en a un sur l'exorciste. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir les gens qui y étaient, notamment, qui en parlent, qui fait... Juste, il y a le drame humain là, donc arrêtez de vos histoires de démon. Non, c'est juste super triste pour Michel et Jacqueline. Et, ça remet les choses, tu vois, à une échelle humaine. Ah, c'est clair. Je savais pas que c'était une saga L'Exorciste. Il y en a combien ? C'est pas dans le quiz. Il y en a 4. Attends, il y a les 3. Il y a une série aussi. Il y a la série en 2 saisons, qui était super d'ailleurs.
C'est vrai ? Tout, je crois. Ouais. Ouais, ok. Et le préquel, du coup ? Ou qui fait partie des 4 ? Ouais, c'est pas celui avec Billy Crawford. Pardon ? Moi, Excusez-moi. Est-ce que j'ai entendu Billy Crawford ? Qu'est-ce qui se passe ? D'accord, très bien. Il y a une scène avec des chiens qui tuent un mec et ça m'a un peu traumatisé. C'est assez violent. Et le mec, c'est Billy Crawford. Je sais plus. Je crois qu'il joue un prêtre ou un truc comme ça. Ouais. D'accord. Ça fait beaucoup d'informations pour moi à digérer là. Mais il y a un remake qui arrive bientôt. D'accord. Une trilogie d'ailleurs. Ils refont une trilogie. D'accord. Ouais, est-ce qu'il y a une mode aussi dans le cinéma d'horreur de refaire des classiques ? C'est cyclique. Hein, ouais. Bah oui. C'est La Mouche, fatigant. c'est un remake. Hein. Ah ouais ? Bah ouais. Je découvre tellement de choses. C'est un film de quand ? Des années 50. Ouais, facile, mais en fait, c'est vrai avec une grosse tête de mouche, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais, mais même Les Innocents dont je parlais tout à l'heure, ou encore, mais je sais pas combien, mais en fait, il y en a plein dont on connaît déjà des vieilles versions où on pense que c'est l'original, et en fait, on se dit ah non, il y en avait un vieux en noir et blanc avec Vincent Price. C'est depuis toujours. Très bien. Comment s'appelle l'un des 3 personnages principaux de The Shining, l'épouse de Jack Torrance ? Oh, cet accent. Je sais pas d'où il est venu, mais il peut repartir tout de suite. Et la mère de Danny Torrance, on va le dire comme ça. Wendy Torrance, Betty Torrance ou Wendy Lawrence ? Wendy Torrance. Très bien, c'est exactement. Bien Vous voyez Non, mais on sait pas. Vous faites comme les filles en terminale qui faisaient semblant. J'ai trop raté. J'ai eu 18. Mais c'est vrai que The Shining, ouais, c'est considéré comme de l'horreur ou c'est encore. Tu vois Alors, vous voyez à quel point je suis je vais faire cracher. Pardon. Je reviendrai plus jamais. Non, mais en plus, vraiment, quelle réaction odieuse. Selon le mec dans la salle de cinéma dont je parlais tout à l'heure, non, ça en est pas un. D'accord. Mais selon le reste de la planète, c'en est un. Enfin, je pense. Sérieusement, c'est incroyable de dire que c'est pas un film d'horreur, quoi. Incroyable. Oui, vraiment. C'est vraiment juste parce que les gens disent c'est un bon film. Du coup, c'est pas un film d'horreur. Voilà, c'est ça. Ah, c'est fou. Mais c'est fou parce que il y a aucune réhabilitation, même après Le Silence des agneaux et tout. Il y a toujours pas de film aux Oscars. Là, il y a non. Non, mais même là, avec la nouvelle vague où vraiment tous les ans, il y en a 4-5 qui se font encenser par la critique, mais c'est des succès commerciaux énormes. Malgré ça, ça reste quand même juste en dessous. Putain, c'est ouf, hein. C'est ouf. Non, mais et vous l'expliquez comment ça ? Les gens ont du mal à faire face à leurs émotions ou je pense que c'est vraiment, il y a une sale réputation et c'est un genre de tordu. Il y a un vieux stigma de merde. Puis les Oscars aiment vraiment les films édifiants, qui tu vois, qui ont des sujets un peu nobles, entre guillemets, les films à performance. Ouais, mais ça, les films d'horreur, il y en a quand même. Bah oui, c'est ça qui est ouf, parce que, mais c'est le problème qu'il y avait aussi pendant de nombreuses années, la comédie, où voilà, c'était genre... hyper exigeant en même temps. Mais super exigeant. Et j'allais citer Aristote, mais je me suis dit, Marine, qu'est-ce que tu fais ? Mais tu sais qu'il paraît que voilà, ils ont perdu le livre qui expliquait la comédie d'Aristote et que ça explique pourquoi il n'y a pas... Tu sais, il avait expliqué le drame, etc., mais il n'avait pas expliqué la comédie. Et que c'est pour ça qu'il n'y avait pas forcément de genre et que c'était pas considéré comme noble. Parce que... Pardon, tu sais que ça va m'énerver, ça. Ils l'ont perdu. J'ai fait que ça. Mais non, mais tu sais, c'était il y a super longtemps, tu vois. Je n'ai toujours pas fait le deuil de la librairie d'Alexandrie. Voilà. D'accord. Je suis là pour ouvrir tout. Mal. J'y pense parfois quand j'arrive pas à m'endormir en me disant putain, les cons. Et là, tu me dis que... Culture perdue, ça me rend ouf, pardon. Et d'ailleurs, des livres d'horreur, il y en a. Non, mais il y en a, mais des classiques. Non, mais... Mais on parle de Frankenstein et tout, mais il y en a auparavant. Des romans, tu veux dire pas des essais Ouais. Je suis en train de perdre Taous. Je me déteste. Je suis en train. Cher journal. J'ai une gatekeeper de merde. Non, mais oui, il y en a énormément. Ouais. Le premier, est-ce qu'il y en a un qui est considéré comme un des... C'est quoi, c'est Polidori ? Non, ça c'est pour... Ouais, non, même pas. Alors, mais je connais pas du tout ça. Un truc pas si vieux, moi je sais que le premier roman gothique qui a amorcé le genre du roman gothique, c'était Horace Walpole avec le Château d'Otrante. D'accord. Au 19e ou 17e. 18e, je suis vraiment nulle en siècle. Je suis désolée si... Voilà. Donc moi, je suis nulle en horreur. Tu vois, on est... rencontrons-nous à mi-chemin, Judith. Il n'y a aucun souci. Mais donc ça, c'est pour le roman gothique qui a ensuite donné le romantisme noir et Edgar Poe et plein de choses. Mais par contre, est-ce que ce serait le premier d'horreur ? Pas forcément, parce que comme on disait, voilà, l'horreur, c'est hyper Mais en vrai, oui, non, tu regardes Beowulf, pardon, mais c'est de l'horreur, quoi. Oui, ouais, voilà. Donc, oui, en fait, c'est vrai que de l'horreur, il y en a même dans les légendes millénaires. Même les contes de fées. 19e, mais non, mais oui, en fait, oui, voilà. Oui, même Charles Perrault. C'était pas super kikou, quoi. Hein. Non. Mais ok. Je pense qu'il y en a depuis que les gens racontent des histoires, en fait. La Bible. Ouais.
La Bible. Pardon. Mais la Bible, il y a des trucs, il y a des monstres et tout. Niveau drama, on est pas mal. Il y a des gigastrums, enfin, c'est horrible. Non, je suis complètement L'Apocalypse d'accord. dans la Bible, pardon, mais... Très bien. Alors, on me dit de laisser un petit peu le chat répondre. Je m'excuse, je vais un petit peu trop vite. Trop vide, voilà, c'est ma culture de film d'horreur. Trop vide, on en est là. Je vais poser une troisième question. Dans Midsommar, la protagoniste Dani survit en se mêlant à une secte aussi étrange que perturbante. À la fin, on va spoiler, bouchez-vous les oreilles, on lui propose un choix, sacrifier ou non son petit ami. Que choisit-elle de faire ? Bah oui. Bah je sais pas, moi, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu ? Ça sera mes 2 heures, là, je vais me faire, mais allumer, mais... Cette fois, c'était pas moi. Pardon. Elle le brûle. Désolée pour le spoiler, mais elle crame sa tronche, ouais. Et ça... Je sais pas, j'ai pas osé répondre parce que je croyais qu'il fallait répondre le chat, j'ai pas. Ah mais oui, c'est vrai. Je m'excuse le chat. Tout cuit ce naze, il y a marqué. En effet, elle le sacrifie. Ah, bim bim, le petit ami. Eh ben dis donc, au bûcher. Les gens sont en forme. Ok, bah c'est mieux en écrit qu'en visuel, mais ça avait très bien marché Midsommar. Enfin, il y a eu un truc un peu spécial, j'ai l'impression, quand ce film est sorti. Vous l'expliquez un peu comment, vous ? Comment ça ? Moi, j'ai l'impression qu'il a super bien marché, enfin, il y avait une vraie interrogation qu'on retrouve pas forcément chez tous les films d'horreur, enfin, qu'il a éveillé l'intérêt du grand public, quoi. Il a un costume de film d'auteur qui fait que, enfin, je veux dire, c'en est un. Je dis pas du tout ça de manière péjorative, mais c'est-à-dire qu'il a une horreur qui est plus élevée. Ouais, c'est le fameux truc de... Voilà, parce que maintenant c'est vraiment Midsommar, c'est l'étendard de la elevated horror qu'on appelle ça maintenant. Mais tu vois, il y a les scènes d'horreur viennent assez. Et c'est quoi, c'est les hipsters de l'horreur? C'est l'horreur intellectuelle. D'accord, ok. Qui en vrai c'est pareil, c'est quelque chose qui a plus ou moins toujours existé, mais disons que c'est vraiment la mode du moment. Tu vois, il y a eu la mode des slashers. Avec les studios A24 qui font que ça. Ouais. D'accord. Ok. Et personnellement j'adore, hein, mais c'est juste que bon, l'appellation est peut-être un petit peu fumeuse. Bah ouais, c'est pas très sympa pour le reste, quoi. Oui, voilà. Ouais. Ok. Elevated horror, c'est classe, c'est classe. Très bien. Quel est le prénom de la petite fille dans le film Poltergeist? Là, en fait, j'ai des propositions, mais en fait, vous savez, donc je vais pas vous les proposer. En vrai, moi, je l'ai plus. Hein. C'est vrai? Non, ouais. Voilà, j'ai perdu. Alors, vous l'avez dans le chat ou pas? Non. Personne ne l'a dans le chat. Ah, j'ai fait la maline, ça se trouve, je vais me planter. J'ai des propositions, mais vous avez fait trop les malines au début. Je suis désolée. C'est Caroline. Voilà. Ouais, c'est Caroline. Okay, d'accord. Caroline. Presque, j'ai dit Marie-Christine. À ne pas confondre avec Pepper Ann, pour les gens qui... Non, c'est les films des années 90, vous vous souvenez pas de... Bref, c'était un dessin animé. Voilà, c'est tout, excusez-moi. Poltergeist, c'est quelle année ça, Poltergeist? C'est les années 80, non? Début 80. Ouais, alors attends, 84? Non, je sais pas. Non. Pareil, une série, il y en a eu plusieurs. Des... Ah oui, il y en a eu plein, il y en a eu. Film maudit aussi. Ouais. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Oh non. Tous. La petite, elle est morte à 13 ans. Oh non. Il y a celle qui joue sa grande sœur qui s'est fait assassiner par son mec. Il y a eu la scène qui a été jouée avec des vrais squelettes. Ouais. Oh non. Ok, on va passer à la question suivante. Ok, d'accord. Oh, je sais plus. Ah, tu vois, parce que je suis nulle en date. Finalement, tu vois, il n'y a pas vraiment beaucoup de films avec Jennifer Lopez dans une comédie romantique qui sont maudits, tu vois. Moi, j'aborde cette question, j'aborde ce débat. Jennifer Lopez qui fait qu'ils sont maudits. Oh. Elle est pour la fourrure, je n'ai pas honte. Ok, on est là pour je mange de la viande, qui suis-je pour... Ok, à méditer. J'enchaîne avec Carrie au bal du diable, film d'horreur américain sorti en 1976, adapté évidemment du livre de Carrie, sorti en... 74. Mais quel mois du coup? Avril, bien joué. Premier roman de Stephen King, quel est le puissant pouvoir que possède Carrie? Alors là, je me souviens, j'ai vu les propositions et j'ai hésité. Parce que en vrai, c'est la télékinésie. Mais moi, dans ma tête, je me suis toujours dit pyrokinésie, mais en fait, non, c'est dans Firestarter qu'elle a fait de la pyrokinésie. Carrie, elle fait pas de la pyrokinésie. C'est juste qu'elle fait de la télékinésie qui crée un feu. Oui, c'est ça, ouais. Mais elle crée pas du feu, on est d'accord. Ok, voilà. Ok. Il s'est passé des trucs là, j'ai pas. Donc la télékinésie, quoi. Tu déplaces des machins. Ouais, pyrokinésie, tu crées du feu avec ton esprit. Que tu déplaces. Ou potentiellement, ou pas. Parce que kinésie, c'est quoi? C'est pas mouvement? Si. Donc ça veut dire forcément qu'il y a.
Oui, enfin, c'est vrai que tu vois, tu génères du feu. Ok. Mais elle, effectivement, je crois pas qu'elle le génère. Elle fait tomber, je sais pas quoi. Oui, c'est ça qui fait que. Ok. Donc, c'est télékinésie. Je l'ai jamais vu. Voilà. J'adore le visage, c'est pas. La micro-expression, Marine. je n'arrive pas. Alors que vraiment, je déteste ça. Quand tu dis, tu l'as pas vu, ta gueule, j'ai vu d'autres trucs, t'es qui? Ah, ça m'énerve. Je m'en fous, ça coule. Ça coule sur moi, ça coule sur moi. Ok. Moi, j'ai honte de moi. Qui est la première victime du tueur dans le film Halloween? Judith. Oui, j'avoue. Pas moi. Bien joué. Judith, ouais. D'ailleurs, ton prénom, il a pas de lien avec des films d'horreur? Tu veux dire, est-ce qu'on m'a appelé? Oui, exactement. Non, on m'a pas appelé en référence à des films d'horreur. D'accord. Voilà. Mais non, parce que Judith Mayer, justement, qui est là, évidemment la bonne réponse, ça aurait pu être un clin d'œil. Je sais pas si c'est rigolo, mais ça aurait pu être un clin d'œil. Je me rappelle d'une fois, justement, quand j'étais gamine, enfin pas vieille en tout cas, et je zappe, j'avais pas encore vu Halloween à cette époque-là. Je zappe, vraiment, j'arrive sur une chaîne où il passe Halloween, et c'est vraiment le plan avec la tombe. Je vais éteindre. Tu vois, c'est le genre de truc, ça m'arrive jamais. J'allume la télé, Taous, non, ça n'existe pas. Pas film maudit Halloween? Non. J'ai bien aimé, on parlait d'ailleurs du rapport avec la vieillesse, les dernières affiches d'Halloween, là, avec c'est Jamie Lee Curtis dedans, qui est assez âgée maintenant, et les affiches étaient super dans le métro, mais je l'ai pas vu non plus. Voilà, voilà, j'ai pas vu. Passer, hein, le dernier, ok, et ben très bien. Pardon. Ou pas, regarde-le quand même, on sait jamais. Attends. Tu parles des deux derniers ou juste du dernier? On va confier un tribunal à Taous, en fait. On va confier le tribunal de l'horreur à Taous, qui sera comme ça. Pourquoi je fais ça? Alors vraiment, c'est fou, ça me pousse dans mes retranchements, tu vois. Je me transforme en vieux geek, gatekeeper horrible. Voilà, si ces films d'horreur sont là pour, montrer ses émotions, on est là aussi, tu vois. Je perds toute objectivité quand il s'agit de films d'horreur, c'est fou. Dans le film Rosemary's Baby, cet accent incroyable, n'hésitez pas à me mettre des pouces dans le chat, vraiment, si vous êtes impressionnés par mon anglais. Quelle est la couleur des yeux de son bébé? On les voit pas. Oh, vous êtes fort. Vous êtes forte. Non, on ne voit pas. Mais ça, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est celui qui est problématique. Qu'est-ce que t'as dit? Non, je dis pile celui qui est problématique. C'est vrai. Pourquoi il est problématique d'ailleurs? On peut peut-être expliquer. Parce que c'est un Polanski du coup. Ouais, c'est vrai, en effet. Avec sa femme de l'époque, Mia Farrow, exactement. Ça n'empêche pas le film d'être excellent. Oui, voilà. On vous conseillera pas de le regarder si vous tombez dessus et que c'est gratuit à la télévision. Pourquoi pas? Mais voilà. Qui sont les acteurs principaux du slasher Scream, sorti en 96? Ça fait long, je m'en souviens. Attends, il y a des choix? Alors, il y a des choix, mais on va pas se faire l'insulte. On va prendre les trois. Vous citez qui? Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette. Bien joué. On dit Neve Campbell ou Neve Campbell? Neve. Ouais. Alors voilà, j'espère que vous avez appris des trucs. Le chat, c'est vrai que moi je dis Neve. Je suis très contente, je l'ai appris à mon mec la semaine dernière. Je suis toujours très fière. Tu vois, c'est moi, la bonne là. Neve Campbell qui était un petit peu... Maintenant, je me la pète aussi, je vais le dire Neve, qui a été vachement sur ces films d'horreur dans les années 90-2000. Et après, on l'a peu vue, je trouve. Ou elle en a continué à faire de l'horreur ou pas? Elle a un peu enfermé, quoi. Elle n'a pas fait grand-chose. Elle a fait beaucoup de théâtre, je crois. Ah oui, puis elle était danseuse aussi d'ailleurs. Je sais pas si elle a fait. Je crois qu'elle a beaucoup vécu à Londres avec son mec et elle faisait du théâtre à Londres ou un truc comme ça. Je lui souhaite. Mais c'est vrai qu'au cinéma, je crois qu'elle a fait des rôles un peu différents dans des séries là, mais ça reste un peu des rôles secondaires. Ses rôles principaux, c'est vraiment ça a été Scream et ses succès d'année quoi. En gros, ce qui est dommage parce que c'est une bonne actrice. Mais... Et ça condamne, vous trouvez les acteurs et les actrices quand tu fais un peu trop d'horreur? Ouais. Sauf si tu l'acceptes et que t'en fais ton truc. Ouais. Et à ce moment-là, il y a plein d'acteurs où clairement on les voit que dans des films d'horreur et ils sont ravis de faire partie de la communauté, de faire partie de la famille, mais parce que soit ils ont accepté qu'ils feraient jamais mieux, soit ils y trouvent vraiment du plaisir, soit les deux. Mais je pense que quand tu as vocation à faire autre chose dans ta vie, c'est dur. C'est encore, ça subit parce pas mal de préjugés. Sérieux, alors que vraiment, c'est pas facile de jouer dans un film d'horreur, quoi. Il suffit pas de courir à poil et de pousser des cris, quoi. Ça demande des nuances d'émotions qui jouer la peur, jouer l'angoisse, jouer l'anxiété, jouer l'appréhension, tout ça, c'est des trucs qui sont pas si faciles que ça.
Bah, j'y pensais là en regardant The Power. Pareil, je le prononce très mal. Alors je m'excuse, Alba. Pardonnez-moi, c'est The Power. The Power. Ouais, The Power. C'est très bien. The Power. Je trouve que ça a du charme, The Power. The Power. Les scènes où l'actrice, je vous spoil rien, mais est un peu possédée. Je me dis comment tu joues la possession. C'est super dur. T'es vraiment désarticulé. Ouais, c'est physique. Quoi. Ouais, voilà. C'est de la danse contemporaine. Hein. Exactement, c'est ça. De la danse contemporaine. Et tu vois, tu t'es obligé d'être, de travestir, d'être moche, de faire des gestes qui sont complètement désarticulés. Et je me suis dit, je saurais pas faire ça, quoi. Justement, moi, ça ressemblerait plus à de la danse contemporaine ratée. Mais moi, je pense que c'est à mon avis, un côté assez satisfaisant pour les acteurs, assez libérateur, parce que du coup, c'est vraiment, tu te mets dans un état où tu te lâches complètement et tu vas dans des extrêmes dans lesquels t'as jamais l'occasion d'aller, justement, si tu fais une comédie romantique, par exemple. Et je pense que ça doit être vraiment assez chouette. Non mais c'est ça doit être tu dois pouvoir explorer des trucs que t'as pas l'habitude pas l'habitude de faire mais c'est pour ça qu'il faut que ce soit hyper bien encadré aussi, parce que du coup t'as des expériences de tournage qui ont traumatisé des actrices, enfin des acteurs mais surtout des actrices, parce que c'était trop intense et c'était horrible. Je pense notamment à Jane Levi dans Evil Dead. Elle a été traumatisée parce que c'était hyper dur, et en même temps sa performance elle est ouf et le film c'est un chef-d'œuvre, mais tu te dis bon bah si ça doit coûter la santé mentale d'un être humain, c'est un peu chiant quoi. Normalement un bon réal et une bonne comédienne doivent pouvoir réussir à un bon résultat sans ça. Tu vois, c'est pour ça que je supporte pas toute l'image ce vieux truc des vieux réals, des réals qui disent on doit maltraiter nos acteurs, on doit les prendre par surprise. En fait non, si un mec il sait jouer, t'as pas besoin de générer une vraie peur sur le plateau. Parce que si c'est un bon acteur, il va pouvoir te la jouer. Exactement, la peur. Ouais. Et il y a un passif de trauma d'actrice, alors Mais alors, justement, j'en profite pour commencer à placer un petit peu mon truc, mais ce matin, j'ai interviewé la réalisatrice de The Power, Corinna Face, et pour une vidéo qui a un nom trop classe d'ailleurs, Corinna Face. On dirait une chanteuse. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et à un moment donné, justement, elle me disait aussi qu'elle avait fait très attention avec Rose Williams, l'actrice principale, parce qu'il y a des scènes difficiles, mais qu'elle ne voulait pas la traumatiser. Elle a vraiment dit, j'en ai marre en fait, je voulais pas créer une énième fille traumatisée pour raconter l'histoire d'une fille traumatisée. Et tu vois, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est ridicule, quoi. Je veux dire, les comédiennes sont là pour ça, c'est pour jouer les choses. Elles doivent savoir le faire. En tant que réalisateur ou réalisatrice, tu dois pouvoir les diriger, tu vois. Et et qu'on soit dans un truc qui soit une performance et pas juste trop intense, et de personnifier tout ce truc-là jusqu'à en souffrir, quoi. Ça, c'est clair. Celle-là, vous allez encore lever les yeux au ciel, mais je la pose quand même. Dans La fiancée de Chucky, comment s'appelle la fiancée? Tu vois, t'as bien fait de mettre tes mains, Taous. T'as vraiment bien fait. Je l'ai senti jusque-là, cette vague de quelle est cette question, Marine? Du coup, je la pose à Judith. Elle va me haïr, mais je l'ai pas. Je l'ai pas vu, la fiancée. Merci Judith, merci d'être dans ma team. Je suis pas très Chucky. Moi, c'est un trauma de ouf. Ah ouais. Ça a été. En fait, quand j'étais petite, je regardais la télé et évidemment, c'était les années 80, donc tout le monde s'en foutait. On te laissait à 3 ans devant la télé, et il y a eu la bande-annonce de ce film-là. Et vraiment, j'ai toutes mes poupées au placard, mais pendant des années, tu vois, j'en avais une qui chantait Alouette, petite Alouette en avançant. Je peux te dire, celle-ci, je l'ai plus jamais revue. Moi, c'est pareil, j'ai vu Chucky 2 quand j'avais 8 ans. Toute seule, parce que j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Un vendredi soir, donc. Voilà. Non, en vrai, c'était mon oncle qui m'a emmené au vidéoclub et qui m'a dit vas-y, moi je me prends un film d'action, parce que lui il aimait les Bruce Lee, et moi il me dit prends-toi un film d'horreur et on regarde chacun un film. Donc on regarde son film d'action, je me fais chier. Après, c'est autour de mon film d'horreur, on le lance, le générique commence, je vais me coucher. Et il est parti se coucher et il m'a laissé toute seule à regarder Chucky 2 quand j'avais 8 ans, et vraiment 10 ans de traumatisme. Ça a été horrible. Mais j'y suis revenue et aujourd'hui, J'adore Chucky, j'adore tous les films, j'adore la série, parce qu'il y a une série qui est sortie cette année qui était trop bien. Et vraiment, je me suis complètement réconciliée avec le personnage, mais avant, j'étais persuadée qu'il était sous mon lit. Et en plus, ma tante portait le parfum Shalimar. Du coup, ça sentait Shalimar dans l'appartement. C'était un parfum qui était très populaire auprès des femmes dans les années 90. Évidemment. Et du coup, à chaque fois que je sentais le parfum Shalimar, pour moi, c'était l'odeur de Chucky qui arrivait. Oh. Parce que je trouvais que ça faisait un peu plastique de poupée comme odeur, tu vois. Et donc vraiment, un trauma, mais horrible. Une bonne pub pour Shalimar qu'on vient de faire. On leur dira pas. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, tu vois, moi, j'ai 35 ans. À chaque fois que je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis une photo de Chucky, je suis vraiment comme ça. Je scroll, je ne vois pas. Mais il va falloir que j'affronte un petit peu ce truc-là, tu vois. Mais voir aujourd'hui, maintenant que tu vois les effets spéciaux et tout, ça passe beaucoup mieux. Mais c'est vrai que les premiers, ils sont hard. Mais c'est vrai que, il y a les films comme ça, comme ça aussi, qui a créé des traumas, les clowns et tout, chez des générations.
D'ailleurs, ils ont refait un ça il y a quelques années. Ah, voilà. Pareil, j'ai jamais regardé. Hop, je passe à la suite. Quel est le prénom de la fameuse mère de Norman Bates, le vilain du classique Psycho? Norma. Oh là là. Judith, tu l'avais aussi? Mais moi, j'ai pas les noms. T'as pas les noms? Bon, on a notre gagnante. Hein. On a vraiment Taous qui nous a mis une raclée, mais monumentale, avec tous ces classiques. Hein. Je vais pas te demander si Psycho c'est de l'horreur parce que je vais me faire bouter hors de ce plateau. Mais ouais. Hein? Merci. Vraiment, je fais acte de contrition. Ça ferait un super petit format, tu sais. Est-ce que c'est un film d'horreur? Oui. Ouais. Très bien. Ben, on va enchaîner avec... alors, si je me trompe pas en voyant mon conducteur, avec la présentation de The Power. J'hésite, j'oscille. Pour lequel on est réunis ce soir, qui est un petit peu ce film d'horreur, hein, voilà, qui se passe dans un hôpital dans les années 70 sur un fait divers que je connaissais pas, la coupure de courant. C'est un truc de ouf en fait, parce que donc en Angleterre dans les années 70, il y a une grève des mineurs qui faisait qu'il y avait des grosses coupures d'électricité dans tout Londres. Et on se retrouve à suivre cette infirmière qui passe, c'est sa première journée. Hein. Je me suis dit, quelle période d'essai. D'ailleurs, hein, ça doit être très compliqué à vivre. Dans ce gigantesque hôpital de l'Est de Londres, à vivre un petit peu cette coupure d'électricité ultra flippante. Et il va lui arriver des choses pas super cool. Je pense qu'on peut lancer la bande-annonce si c'est possible. D'où venez-vous? De ce quartier. Vous comptez aider votre communauté. Restez à votre place, ne discutez jamais à ordre. Oui, bien sûr. Je jugerai si je vous garde ou non. La coupure de courant de ce soir nous force à transférer les patients. C'est vous qui serez de garde. De garde toute la nuit? L'obscurité vous effraie? J'aime bosser la nuit. Il se passe toutes sortes de trucs. C'est quoi cette odeur? Ça sent brûlé. Est-ce que quelque chose te fait peur? J'ai été poursuivie par quelque chose au sous-sol. Quand je me suis retournée, il n'y avait personne derrière. Une infirmière digne de ce nom n'est que don de soi et sacrifice. Et vous, qu'êtes-vous prête à donner? Val, écoute-moi! Ange de Dieu qui est mon gardien. Sois la lumière qui éclaire ma route. Défends-moi et protège-moi. Y a quelqu'un? Donc moi que j'ai vu hier, vous l'avez vu la semaine dernière, c'est ça vous? Moi j'ai vu au pif, donc il y a un peu plus longtemps, début décembre. Ouais, parce qu'il a été donc j'ai appris ce que c'était le pif. C'est vraiment la soirée des explications, donc qui est le festival parisien. Paris International Fantasy Film Festival, donc ouais. D'accord. Qui a été donc c'était quand ça? C'était au Max Linder la première semaine de décembre et c'était donc l'avant-première française du film. D'accord, très bien. Et du coup, vous en avez pensé quoi de ce film? Alors moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu de film d'horreur. Je sais qu'on me l'a énormément reproché sur ce plateau. Mais c'est vrai que Judith, tu nous as préparé une petite chronique sur... Oui, alors préparée, je ne l'ai pas écrite là. Non. Je m'autorise à bafouiller. Évidemment, on est là pour bafouiller. Voilà, Twitch, le lieu de la bafouille. Non mais alors c'est un film que j'avais très très envie de voir. Alors déjà parce qu'en plus c'était le seul film de la compétition du PIF. Alors pas le seul film du PIF, mais le seul film de la compétition officielle de long métrage qui était réalisé par une femme, donc je l'attendais beaucoup. Il n'y en avait qu'un seul dans la compétition officielle. Après, dans les rétros, dans les courts-métrages et tout, il y avait d'autres réalisatrices, mais c'est vrai que la compétition officielle de long-métrage, c'était le seul. Donc, moi, j'étais là. Sur combien, si c'est pas indiscret? Je saurais plus dire, j'ai peur de te dire une bêtise. Mais une bonne dizaine, quoi. Oui,
Ouais. Ok. Et je savais que c'était un film d'épouvante, une histoire de fantôme, donc ça, moi, c'est mon kiff. Dans l'horreur, ce que je préfère, c'est effectivement l'épouvante, le fantôme, les fantômes, les maisons hantées, ce genre de choses. Donc, et puis en plus, je voyais avec les images que sans doute il y avait un aspect gothique, et effectivement, il y a complètement un aspect gothique. Donc j'étais très enthousiaste, et effectivement, je trouve que le film propose des tas de choses très intéressantes. Alors déjà, en plus, il a essentiellement des personnages féminins, donc bon, ça fait toujours plaisir, surtout que ça fait sens dans le film. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que sans trop en dévoiler dans l'histoire, sur l'histoire, je sais pas jusqu'où on ira, mais en fait, le sujet profond du film est davantage dévoilé à la fin. C'est pas un twist non plus, mais en tout cas, il est sincèrement abordé plus à la fin, alors que c'est un type de sujet qui d'habitude est posé en début de film pour après montrer les enquêtes qui en découlent ou ce genre de choses. Alors que là, en fait, c'est une manière d'aborder ce sujet des violences en fait sur les enfants de manière plus profonde et à travers le ressenti, parce que c'est à la fin qu'on comprend où ça va, et c'est pas posé en début pour dire pour montrer en fait les adultes qui sont choqués de ça. Là, c'est voilà, petit à petit, on progresse vers cette révélation. Et en fait, il y a plein de choses de mise en scène qui sont intéressantes, qui sont proposées par Corinna Faith. Il y a notamment l'esthétique des couloirs qui joue beaucoup avec la perspective. Donc, on a ces espèces de longs couloirs qui sont plus ou moins effrayants parce que parfois filmer le jour, parfois filmer la nuit pendant la coupure de courant. Il y a aussi les lumières, notamment les couleurs aussi. Il y a beaucoup d'une espèce de lumière jaune, tu vois, dans les moments horrifiques, et la nuit et tout, qui viennent. Et alors, c'est fait. Je dirais pas que c'est expressionniste, mais c'est une manière de transformer un peu les personnages, les visages, surtout quand l'héroïne, elle va traverser des phases un petit peu étranges, où vraiment, voilà, la couleur est là pour transformer l'ambiance, transformer le visage des comédiennes. Je trouve ça hyper intéressant. Et aussi des fulgurances de mise en scène qui sont utilisées pour symboliser le fait qu'on silencie justement les femmes et les victimes. Il y a notamment une scène où, alors, on se dit, bon, c'est peut-être un petit peu obvious, mais en même temps, c'est très très joli, où l'héroïne donc comprend qu'elle va rester là, seule la nuit, enfin presque seule, à l'hôpital, et à un moment donné, elle est donc dans une pièce relativement sombre, et il y a une porte en verre qui se referme devant elle. Et en fait, on voit donc son reflet dans la vitre de la porte, et juste derrière, il y a un poster avec une main, et en fait, la profondeur fait qu'avec le reflet, on a l'impression que la main lui cache la bouche, enfin sur le reflet ou un truc comme ça. Et tu vois, c'est plein de chouettes petites idées comme ça, en fait, qui viennent symboliser petit à petit des choses qu'on comprend pas tout de suite et qui prennent leur sens à la fin, et je trouve ça vraiment très intelligent. Et aussi petit à petit on comprend au fur et à mesure du film pourquoi le film s'appelle The Power, parce qu'il y a plein de raisons. Oui, alors c'est The Power, le courant qui manque, mais c'est aussi plein d'autres choses, et je trouve ça très chouette, et je pense que la thématique du fantôme était quelque chose de très intéressant à explorer pour justement parler de ces choses qui existent mais dont on ne parle pas. Justement, c'est aussi Corinna Faith qui me disait tout à l'heure que c'était intéressant pour elle d'utiliser les fantômes pour représenter quelque chose qui est là, qui est toujours très présent, qui est juste derrière nous, qui est là, et qu'on ne voit pas, et qu'on ne dit pas. Et j'ai trouvé ça très pertinent, donc je trouve que c'est efficace. Pour pas être complètement non plus... Enfin, je veux dire, si je devais apporter un ou deux points un petit peu plus négatifs, entre guillemets, je dirais peut-être juste que parfois, j'aurais aimé que l'héroïne soit un peu plus développée, parce qu'elle est intéressante, elle est bien écrite, et on voit qu'elle... tout au long du film, donc c'est super bien. Et en même temps, parfois, j'aurais peut-être voulu qu'on lui donne un peu plus de substance. Ouais. Voilà. T'en as parlé un petit peu, parce que t'as eu la chance de rencontrer la réalisatrice. En visio, ouais. Ouais. Elle t'a dit des choses, elle, sur la jeunesse de ce film, etc. Oui, alors elle m'a dit en fait qu'elle avait lu à une époque qu'en fait il y a toute une période en Angleterre où il y a eu justement beaucoup de scandales au sein de différentes institutions comme ça qui parlaient de violences sur les enfants, que ce soit les églises, les hôpitaux, les orphelinats, et qu'en fait ça l'a beaucoup marqué, et qu'elle avait très envie de faire un film de fantôme, parce qu'elle aussi, elle aime beaucoup le roman gothique, et c'est dans sa culture anglaise, quoi. Elle est dans un milieu où on connaît très bien ça, et elle avait envie de faire un film de fantôme, et d'avoir été très marquée par ces histoires, elle s'est dit bah voilà, il y a peut-être un truc logique et pertinent à faire à ce niveau-là, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le fait de reconstituer toutes les pièces du puzzle et d'avoir des choses qui me paraissaient pas évidentes au début, de pouvoir les reconstituer sans spoiler, évidemment. La figure du fantôme, en effet, est assez pertinente, et puis le fait que les gentils sont pas forcément ceux qu'on croit, les méchants sont pas forcément ceux qu'on croit aussi. Alors je sais pas si c'est récurrent dans les films d'horreur, et je ne ferai pas de réflexion là-dessus, mais c'est vrai que c'est un film très intelligent, en tout cas sur la place de la femme. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Taous. Oh ouais, moi c'est vrai que c'est difficile de passer après l'analyse de Julie, parce que vraiment en plus moi j'étais que dans le ressenti de mais c'est très bien. oui. Mais donc moi, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, quand j'ai commencé le film,
J'ai arrêté au bout d'une demi-heure. Déjà parce qu'il était tard, j'étais fatiguée et en fait, je voyais pas l'intérêt. Je me suis dit, encore une histoire comme ça me... Et donc, comme il fallait que je le voie pour ce soir, j'ai persévéré, je l'ai remis du début un autre soir. Et là, j'ai compris justement qu'il fallait juste passer cette demi-heure et que passer cette demi-heure-là, ça commençait à devenir intéressant. Et plus ça allait, plus ça prenait en substance, plus ça prenait en nuances et plus ça me parlait. Et c'est juste que j'ai eu un blocage au départ qui était surtout esthétique. Ouais. Parce que c'est... Mais après, voilà, ça c'est purement subjectif que du ressenti. Moi, j'aime beaucoup les esthétiques néons, j'aime beaucoup les couleurs vives. J'aime quand ça claque, quand il y a des contrastes hyper forts. Et là, en fait, c'est très sépia. Et moi, ça a tendance à... Enfin, mon œil n'accroche pas sur ce genre de truc. Et ça me demande donc un effort de persévérer quand il y a un obstacle esthétique comme ça. Mais je suis très contente d'avoir persévéré parce qu'au final, vraiment, la scène finale, dont je ne parlerai pas, évidemment, j'étais rivée à l'écran, j'avais des frissons, et le générique a commencé, je fais... c'est bien quand même. Avec une envie terrible de retrouver ma fille, de la prendre dans mes bras et de l'élever dans une bulle. Mais... Non, mais c'est vrai que les réalisatrices femmes, elles sont peu nombreuses dans le film d'horreur et ça se sent... Enfin, c'est horrible ce que je vais dire, mais un film féminin, il y a des choses qu'on retrouve, des thématiques. Bah, pas nécessairement. Pas Par exemple, moi, c'est un des meilleurs exemples pour moi, c'est American Psycho, qui est réalisé par une femme. Et je sais plus qui avait d'ailleurs taclé Bret Easton Ellis, dont le film c'est une adaptation d'un de ses romans, qui avait dit la meilleure œuvre que t'aies faite, c'est l'adaptation de ton roman. Donc et bon, bah, force est de constater que le film est supérieur au roman, je trouve. Et en même temps, c'est une thématique qui est hyper masculine, un personnage qui est hyper masculin, qui est hyper misogyne, c'est très violent envers les femmes, il n'y a pas vraiment de rétribution, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de nuance par rapport à la féminité de qui que ce soit. Et si tu ne le sais pas, tu peux pas deviner que c'est réalisé par une femme, mais il y en a plein d'autres des comme ça. Quoi. Ouais. Là, en plus, c'est intéressant puisque... il y a toute une réflexion, il y a la violence faite aux enfants, mais voilà aussi la violence faite aux femmes dans ce film. De le placer aussi en 74, il y a plein de petits clins d'œil. On parlait de Carrie, justement, 74, c'est la date de sortie justement du livre. Il y a un clin d'œil dans le film. Il y a aussi cette esthétique de l'infirmière qui revient assez de manière récurrente un peu dans les films d'horreur. Qu'est-ce qu'elle représente finalement à chaque fois, cette infirmière ? Pardon, vas-y. Non, je t'en prie, non, mais en fait, je pense que ça dépend un peu. Elle peut être à double facette, comme beaucoup de personnages un peu typiques des films d'horreur. Je pense que ça peut soit être justement la personne qui va être altruiste, qui va vouloir aider et qui du coup va être dans une position où justement elle va être la victime ou l'adjuvante idéale, on va dire. Ou alors au contraire, tu vas vouloir pervertir ça et en faire la méchante parce que c'est d'autant plus dérangeant que ce soit une personne qui soit censée t'aider qui est la cause du mal en fait. Ouais. En fait, c'est là-dessus que j'allais rebondir, c'est que c'est plus généralement dans le film d'horreur, on prend souvent des rôles qui sont considérés comme des rôles aidants, maternants, rassurants, et on les transforme, tu vois, c'est pour ça que le clown est devenu une figure horrifique, notamment les poupées sont devenues des figures horrifiques, c'est vraiment quel est le truc qui fait le moins peur au monde, comment on peut le rendre flippant, et c'est ça qui fait que ça marche super bien, c'est prendre un truc qui est une source de confort et de réassurance en temps normal et en faire une source d'angoisse. C'est une recette parfaite. Après, il faut la réussir, parce que c'est pas réussi à tous les coups, mais c'est quand même c'est une facilité sur le papier. Après, dans la réalisation, il faut réussir à transformer l'essai, c'est sûr, mais prendre ces figures-là et essayer d'aller chercher ce qu'il y a de mauvais en elles, ce qu'il peut y avoir de menaçant, de flippant, moi, c'est un truc que je trouve toujours hyper fascinant, et encore plus quand le film commence sans te faire comprendre ça, et que ça bascule petit à petit, tu peux attends une minute, qu'est-ce qu'on est en train de me faire là, parce que c'était d'accord. Et ça, c'est un effet que j'adore dans les films d'horreur, c'est me faire tromper, me faire avoir, me faire berner, et vraiment on te met à l'aise sur un truc et d'un coup paf, on te retourne, oh la vache, j'avais pas vu venir, et c'est tellement satisfaisant, et t'as pas ça dans beaucoup de genres quoi. C'est de façon aussi viscérale, où tu dis ok, là c'est bon, j'ai les bases, je sais où sont les codes, je sais où sont les issues de secours, tu m'as tout retourné, c'est tout à l'envers, c'était l'inverse depuis le début, ok super. J'adore. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient aussi pas mal avec juste la femme, c'était le thème de ce live sur les femmes dans les films d'horreur, qui est à la fois cette figure qui fait moins peur qu'un homme entre guillemets, mais dont
les personnages ou dont les rôles ont complètement ont complètement évolué dans l'histoire du film d'horreur finalement. Enfin, on partait un petit peu de la... Enfin, on t'en parlait tout à l'heure justement en disant que les films d'horreur sont finalement les premiers films où il y a eu des premiers rôles féminins badass. Ouais. Et c'était... c'est intéressant de voir aussi comment cette figure où au début elle a été victime, on parle de Scream Girl, de Final Girl, mais maintenant ça peut devenir aussi le tueur, ça peut devenir d'autres choses que ce qu'on attend d'elle, quoi. Ah bah ça, après, ça fait longtemps que la femme est monstre aussi. Et justement, ce qui est marrant, c'est de voir la différence entre ce dont on parlait tout à l'heure, entre quand ce sont les hommes qui font des femmes monstrueuses, trouver les raisons pour lesquelles ils nous trouvent monstrueuses et la façon dont ils nous rendent monstrueuses, et quand ce sont les femmes qui s'emparent de ces histoires-là, et là, c'est radicalement différent. Mais ça n'empêche que quand on se construit en tant que femme et qu'on a besoin de femmes monstrueuses, eh ben, on se contente aussi de la vision des hommes parce que c'est tout ce qu'on a et qu'on peut, après, y poser son propre calque dessus. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec Carrie notamment, tu vois, il y avait leur interprétation des deux mecs, là. T'as Stephen King qui a fait son truc, Brian De Palma qui a rajouté son truc par-dessus. Et moi, j'ai fait, OK, attendez, Taous Merakchi, j'ai un truc à dire. J'ai pris les images qu'eux avaient créées et je me suis fait mon truc dans ma tête pour créer une femme puissante parce que ça me plaisait comme ça et parce que l'image de la puberté monstrueuse me plaisait, moi, par rapport à mon histoire, à ma puberté, pas par rapport à la puberté féminine, ce qui est quand même radicalement différent. Ouais. Donc, c'est vraiment juste le ramener à une échelle personnelle. Et à côté de ça... je trouve qu'il y a quelque chose de plus intéressant aussi dans le fait d'avoir un antagoniste féminin, c'est que un mec qui tue, qui frappe, qui est violent, qui est méchant, qui est mauvais, méga surprise. C'est groundbreaking, vraiment. Alors que quand c'est une femme, tu dis ok, pourquoi, comment, de quelle façon, est-ce que c'est son humanité, est-ce que c'est son inhumanité, est-ce que c'est un mélange des deux, est-ce que c'est l'un à l'autre, et je trouve ça vachement plus profond et vachement plus intéressant. Ouais, mais alors moi il y a un truc, une réflexion que je me suis faite il y a plusieurs années. À un moment donné, j'ai réalisé, je me baladais en forêt avec des amis, c'était un soir, je sais plus, c'était peut-être un Halloween d'ailleurs, mais bref, on se baladait dans les bois le soir et à un moment donné on jouait à se dire vas-y, imagine il y a quelqu'un qui apparaît au bout du chemin là, qui nous regarde, genre ça ferait super peur, machin. Et là à ce moment-là je me suis dit c'est marrant parce que si c'est un homme, si on imagine qu'un homme apparaît, on va penser à un tueur en série. Ouais. Si on imagine une femme, on va penser à un spectre ou à une sorcière. Ouais. Et en fait, c'est vraiment marrant de voir comme dans l'imagerie populaire, et je pense que c'est parce que le cinéma a effectivement essentiellement été fait par des hommes jusque-là, c'est parce que les femmes sont associées à ce qui est mystérieux. Enfin, tu vois, les hommes sont plus dans la force brute et les femmes, ce qui est mystérieux, spectral, insaisissable. Et je pense que ça vient en partie du fait que, c'est fait par les hommes et que les hommes ont souvent pensé que, oh là là, les femmes, on n'y comprend rien, c'est mystère. Quel grand mystère. Ils n'ont jamais fait l'effort d'y comprendre quoi que ce soit. Oh bah zut, je n'y comprends rien. T'as cherché ? Non, mais je comprends rien. Okay. Voilà. Et du coup, je pense qu'ils nous associent à une sorte, tu vois, à des peurs comme ça, très mystérieuses, mystiques. Alors pas que, bien sûr, surtout que maintenant, on a de plus en plus de personnages de tueuses aussi, plus directes, on va dire, plus concrètes. mais du coup, c'est marrant de voir comme les femmes sont utilisées pour faire peur différemment souvent dans les films. Et voilà. Oui, parce que j'en parlais avec Taous avant, j'enlève mes lunettes pour faire un peu plus sérieuse, mais justement, on parlait de féminité monstrueuse. C'est vrai que Carrie, c'est au début de sa puberté. Il y a Rosemary Baby, où c'est lié finalement au fait d'être mère. Il y a un truc où tu sais pas si c'est du dégoût de la part du réal ou du scénariste, ou si c'est vraiment de jouer sur vraiment les trucs qui font flipper les hommes et de les exacerber, quoi. Et j'ai l'impression que ça revient... Enfin, dans les années 70, c'est assez présent, ce truc de la féminité monstrueuse, et on va l'exploiter pour l'horreur. Ouais, je sais pas, moi je vois ça tout un peu... Tu vois, dans les années 90, on avait la mutante et compagnie. Oui. Et la mutante, c'est quoi déjà ? La mutante, c'est une extraterrestre qui veut tuer et baiser des hommes pour se reproduire. D'accord. C'est vraiment genre, oh non, elle va nous baiser, chouette, mais après elle va nous tuer. Oh non, mince. C'est ça, il me semble. Oui, c'est ça, oui. Mais oui, non, sans parler spécialement de période, parce que c'est pareil, je saurais pas spécialement situer. Tu vois, tu parlais de la féminité, de la maternité, par exemple, que ça a effectivement toujours été utilisé en horreur. Et en fait, ce serait dommage que ça le soit pas, parce que malgré tout, c'est vrai que c'est quand même un terrain hyper fertile pour body horror de ouf. Ouais. Voilà. Quand même un humain qui sort d'un autre humain. Ouais. Donc c'est normal. Et c'est normal que même les hommes, en tant que réalisateurs ou auteurs, aient voulu mettre ça en scène, et ils
peuvent le faire très bien, mais il n'empêche que par exemple on voit sur des films d'horreur plus récents où ce sujet est traité par des femmes, donc je pense notamment à Mr Babadook ou à Prevenge, j'ai oublié le nom de la réalisatrice et comédienne, mais c'est un chouette film britannique, et Mr Babadook donc de Jennifer Kent. En fait là ce qui est intéressant c'est qu'on rencontre aussi les problèmes de la maternité, mais en admettant que une femme peut ne pas avoir envie d'avoir un enfant, tu vois, qu'elle l'ait déjà ou qu'elle soit enceinte, ou alors qu'elle ait un peu envie, enfin qu'elle aime son gosse et qu'en même temps à ce moment-là elle préférerait ne pas l'avoir, etc., qui sont des sujets qui n'ont pendant longtemps pas été admis par les hommes, parce que c'était pas possible qu'une femme puisse ne pas vouloir être mère ou ne pas être heureuse d'être mère. Oui, parce que même si t'en veux pas, une fois qu'il est là, ça te change la vie pour toujours et tu le veux toujours et tu es transformé. Voilà. Donc tu vois, parfois, je dis pas que c'est une règle universelle, mais en tout cas le fait que ces sujets soient réappropriés, enfin que les femmes se réapproprient ces sujets, on reste dans des thématiques voisines, mais avec une dimension, tu vois, qui peut être différente ou une dimension en plus. D'accord. Non, mais j'apprends des trucs, c'est pour ça je fais des petites pauses pour... T'auras une interro à la fin. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce mythe de l'infirmière qui revient, il y a toute la féminité monstrueuse. Vous voyez, quelles héroïnes qui ont un petit peu changé la donne est-ce que vous pensez qu'elles sont mieux écrites, les femmes, dans les films d'horreur ou pas ? Oui. Ouais. Oui, je pense que c'est une question de, c'est pareil, de proportion, parce que je pense qu'il y en a toujours eu des qui étaient bien écrites, mais disons qu'il y en a peut-être plus maintenant. Voilà, c'est ça. Parce que oui, effectivement, il y en a toujours eu des très cool, mais là, ouais, il y a de plus en plus de femmes qui prennent la main, il y a de plus en plus d'hommes qui réfléchissent, qui apprennent, qui écoutent et qui se disent on va peut-être pas faire les choses comme on fait d'habitude, on va peut-être écouter le feedback, voir ce que ça donne. Donc il y a même des mecs qui le font, mais mieux, c'est cool. Et après, quelles héroïnes, je sais pas, moi j'ai toujours tendance à citer Jennifer's Body, mais peut-être que je parle d'un autre film. J'ai vu que tu avais le tote bag, mais c'est vrai que c'est un film, toi, qui t'a marqué. Bah ouais. Bah, en fait, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est tout le marketing foiré autour de ce film-là, qui a été vendu comme, regardez, c'est Megan Fox qui est sexy, alors que c'est vraiment pas le propos, c'est l'inverse. Et du coup, c'est ce que j'ai raconté, parce que moi aussi j'ai présenté une séance pour Panic Cinéma, devant le public avec questions-réponses et tout à la fin. Et donc c'est ce que je disais, c'est que moi quand je suis allé voir Jennifer's Body au cinéma avec mes potes, j'étais l'éminence, tu vois, j'étais la référence en termes de film d'horreur, donc mon avis valait par-dessus de tout le monde. Et le problème, c'est que quand on est sorti de la séance, tout le monde a dit « Ah, c'est de la merde, ah ouais, grave, c'est de la merde. » Et tout le monde s'est tourné vers moi. Ouais, c'est trop cool. Vous avez trop raison, c'était de la merde. Alors qu'en fait, vraiment, pendant tout le film, j'étais comme ça. Ravie de la crèche. Et je suis sortie là en disant prête à pouvoir dire aux gens « Vous avez vu comme c'était ouf ?» Et tout le monde dit « C'était de la merde. » Et du coup, comme j'avais 20 ans et que je voulais pas paraître uncool, je fais « Ah, c'était trop pourri. » Et donc, il y a toute mon histoire de reconquête de Jennifer's Body aussi. C'est pour ça que j'en parle autant aujourd'hui. Parce que enfin... je peux en parler et enfin je suis écoutée là-dessus. Mais c'est un personnage qui est hyper intéressant parce que ça reste un personnage qui est blanc, valide, mince, hyper bonne. Donc rien d'extraordinaire là-dessus, mais la façon dont elle est traitée, la façon dont elle est filmée, son histoire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avant. Et vraiment, le female gaze, c'est une super illustration, ce film, de ce que c'est, parce que Jennifer est sexy, certes. Megan Fox, elle est hyper mise en valeur dans le film. On voit pas un téton, on voit pas sa raie du cul, on voit à peine son nombril. Enfin, tu vois, c'est la preuve qu'on n'a pas besoin de se foutre à poil, cambré au-dessus d'un capot de bagnole pour être sexy. Et je trouve que la façon dont ça a été fait, c'est... Et depuis, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui essayent de surfer un peu là-dessus, surtout maintenant qu'il est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Et je suis justement très intéressée par ce que ça va donner, cette réévaluation du film, quoi. Il y a eu beaucoup de sexualisation justement dans les films d'horreur. Ça a toujours, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément. Enfin, au début dans The Power, parce que l'héroïne est victime évidemment de mains baladeuses horribles. Mais la femme a été très sexualisée dans les films d'horreur. Oui, mais en fait, après ça dépend des genres aussi. Oui, ça dépend des genres, mais en fait, le truc aussi, que ça peut être très bien fait et très mal fait. Parce que, par exemple, je reprends l'exemple des slashers, tu vois, ça a très souvent un sous-texte sexuel, même si à chaque fois que je dis que le couteau est métaphore et symbole phallique, on me dit « Oh, ça y est, elle parle encore de bite, elle est obsédée. » Non, c'est vraiment juste l'histoire du slasher. Et en fait... Ça peut être très bien fait, le parallèle entre tu vois, désir de puissance ou impuissance chez le meurtrier et en fait le fait qu'il poignarde les femmes, etc. C'est plein de symboles et ça peut être très très bien fait, comme dans Scream par exemple. Et parfois, t'as vraiment juste une association
dégueu faite entre meurtre des femmes et sexualité, qui encore une fois peut être une thématique passionnante. C'est le cas dans Body Double aussi, par exemple, de Brian De Palma. Mais parfois, c'est vraiment juste pour le plaisir des yeux, de juste montrer une nana à poil qui se fait tuer et associer une pensée sexuelle à ça. Mais pas juste pour le personnage du tueur, vraiment pour le spectateur, en fait. Tu vois, pour que les mecs, ils kiffent voir ça, tu vois. Et que ça... nourrissent plein de clichés dégueulasses et patriarcaux et qui ensuite nous les filles dans la merde nous mettent dans la merde dans la vie, tu vois. Et donc ça par contre c'est vrai que les films d'horreur ont beaucoup fait ça aussi, pas les meilleurs bien sûr, en général du coup les pires par définition, donc il y a un peu deux pendants à ça peut être un thème passionnant et très bien mis en scène, comme ça peut être le pire. Et du coup, enfin, je vais me mettre la charrue un peu avant les bœufs, mais vous êtes féministe. Comment on appréhende ce genre-là, voilà, où les femmes sont assez sexualisées, où beaucoup sont des victimes, etc. Comment se le réapproprie, comment on se débrouille dans tout ce champ-là pour... Enfin, évidemment, il y a certaines héroïnes à sauver, mais c'est compliqué des fois de défendre des films d'horreur, non ? Oui et non, parce que vraiment pour moi c'est encore une fois c'est comme tous les genres, il y a du bon, il y a du mauvais, et c'est comme les films d'action. Les films d'action historiquement par rapport aux meufs, c'est vraiment à chier. Et même les comédies romantiques qui mettent les femmes au premier plan, et ben t'en as plein où vraiment c'est des cruches pas finies, où t'as des meufs qui font du 38 qui sont vendues comme la grosse qui mange de la glace et qui sera éternelle célibataire. C'est putain, vraiment la représentation des femmes globalement dans le cinéma est problématique. Alors effectivement c'est beaucoup plus frontal quand elles se font littéralement éventrer, tuées, pénétrées par des objets tranchants, c'est sûr, voire violées, parce que parfois il y a des films d'horreur qui montrent des scènes de viol, donc évidemment c'est beaucoup plus frontal, mais en même temps c'est plus facile à éviter aussi, tu vois, c'est ok, là j'ai compris ce que tu voulais faire, je passe à autre chose, alors que parfois tu vas regarder un film qui n'a pas cette promesse là, tu vas dire ok cool, et tu vas te sentir sale après en disant vraiment j'aime pas du tout ce qu'on vient de me montrer, je sais pas trop mettre les mots dessus, alors que là j'arrive plus facilement à faire le tri, tu vois. Et encore une fois moi, grandir en tant que gamine un peu seule qui se faisait bully à l'école, qui rêvait de foutre le feu au monde, le personnage de la Final Girl dans les slashers, j'en avais besoin en fait. J'avais besoin de ce genre de clichés pour survivre, et donc ça veut dire qu'il y a certains films qui étaient moins bien, où les personnages féminins étaient moins bien pensés, qui quand même, moi, m'ont sauvé, parce que, encore une fois, je prends sa vision, je rajoute la mienne, et j'ai fait ça avec tout le cinéma qui m'a construite, quoi. Et c'est facile, évidemment, et c'est une évidence de dire qu'il y a de la violence contre les femmes dans les films d'horreur, et qu'il y a beaucoup de films qui sont faits juste comme prétexte. Ce que vous qualifiez de torture porn, justement. Voilà, par exemple, où tu dis vraiment là, c'est juste, le but, c'est de maltraiter des gens, et plus précisément des femmes, et surtout de les dénuder, de les humilier, tout ça. Là, évidemment. Mais c'est juste que c'est un genre qui permet cette facilité, et qui permet cette absence de nuance, où là le mec il va dire frontalement on prend 4 bimbos et on les déglingue, ça va être produit, alors que il aura pas forcément la matière grise pour faire la même chose dans une comédie romantique ou dans un thriller ou dans un drame sentimental ou peu importe, et donc ça les arrête à ces portes là du cinéma. Ils s'arrêtent au film d'horreur, et en fait ils vont pas beaucoup plus loin que ça. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que ça s'amasse derrière le portail, tu vois, et donc à vue d'œil t'as l'impression que le film d'horreur c'est démesuré par rapport à ça, mais je pense que c'est dommage d'en être encore aujourd'hui à cette image du cinéma d'horreur, quoi. Tu partages cet avis? Oui, en fait, non, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que en fait, t'as le même choix en termes de représentation des personnages féminins dans les films d'horreur que dans le reste du cinéma, mais en beaucoup plus exacerbé. Donc c'est-à-dire que t'as le bien pire, donc ce qu'on a un peu évoqué, mais t'as le bien meilleur aussi, parce que, comme on le disait, c'est aussi dans le cinéma d'horreur que t'as les premiers rôles de femmes qui cassent les codes, qui sont badass, qui sont plus nuancées, qui ont le droit d'être moches, qui ont le droit d'être violentes, etc., rebelles, vieilles. Donc en fait, c'est le film qui va te donner à boire et à manger, mais de manière plus effectivement plus poussée que le reste du cinéma à ce niveau-là, en tout cas dans ces termes-là. Je regarde un petit peu les questions du chat là. On nous demande des conseils, des recos de films abordant les questions LGBTQ+ dans les films d'horreur. Vous en avez ? Alors oui, j'en ai. Le problème, c'est que je suis complètement hétéro et cis, et du coup, je me sens pas... tu vois, parce qu'en fait, il y a des films qui ne sont pas catégorisés comme LGBT. Genre, il n'y a pas de personnage nécessairement LGBTQ+, mais
que les gens de la communauté queer se sont appropriés, comme Hellraiser par exemple, qui est un film qui est hyper queer. Après, c'est fait par un homme queer, donc ça aide aussi, mais dans les faits, quand tu le regardes toi en tant qu'hétéro, tu te dis pas ah ouais, grave, parce qu'il y a que des rapports hétérosexuels, enfin tu vois, et du coup, je me sens pas du tout à ma place dans ces moments-là de faire des recommandations de cet ordre-là. Par contre, c'est vraiment, ça fait réponse de connasse, mais c'est très facile à trouver sur Google et c'est une vraie réponse. Il y a vraiment beaucoup de médias spécialisés. Il y a des podcasts spécialisés sur la vision queer du cinéma d'horreur. Enfin, vraiment, il y a une communauté queer qui est hyper active sur Internet et que je vous recommande d'aller chercher parce que là, vous trouverez des réponses qui seront plus adaptées que les miennes. Oui, bah, moi, c'est pareil. Je suis cis hétéro, donc c'est pareil, je suis pas forcément la mieux placée pour se donner ce genre de conseils. Je me rappelle juste de un que j'avais aimé pour ça, et alors c'est horrible parce que j'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne et là j'ai le titre qui m'échappe. Un film qui est sur Shadows. Pitch. Vas-y. En fait, t'as un couple, et donc c'est un couple de femmes qui vont se faire un anniversaire de mariage ou je sais pas quoi dans une maison en forêt, une grande maison, et en fait... What Keeps You Alive, oui, What Keeps You voilà. Alive, voilà. Qui est d'un réalisateur canadien, il me semble. Et donc c'est un film de réalisateur, cela dit, mais toujours est-il que ça met en scène un couple de femmes et le fait qu'elles soient lesbiennes n'est jamais le sujet du film. Et ça, j'ai trouvé ça top parce que c'est vrai que je dis pas qu'il faut pas que les questions queer soient pas un sujet de film, hein, bien sûr que ça peut être hyper intéressant, mais c'est aussi hyper rafraîchissant en termes de représentation quand il se trouve juste que c'est des lesbiennes et voilà, et c'est juste normal, c'est pas le sujet. Et ça, même en tant que femme, même hétéro, tu vois, j'avais trouvé ça, je trouvais que ça faisait un bien fou à voir. Voilà, le film est bien, c'est pas un grand chef-d'œuvre, enfin c'est pas un de mes préférés, mais il est quand même bien. Et à ce niveau-là, ouais, moi j'avais trouvé qu'il faisait du bien. On nous dit que It Follows se moque de l'hétéronormativité. Il y a des gens qui pensent que ce film... Alors ça, c'est marrant parce que c'est une lecture que je vois depuis genre 6 mois, 1 an, on n'avait pas vu à l'époque. À l'époque, c'était vraiment sur l'angoisse justement des rapports hétérosexuels, sur la peur de l'intimité, sur les histoires de MST, tout ça. Et là, maintenant, effectivement, je vois ce nouveau discours. Mais je trouve ça trop cool de voir que à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague de personnes qui n'ont pas les mêmes outils, regardent le film, l'interprètent d'une façon différente, et du coup, ça se transmet comme ça de génération en génération, sauf que les générations sont très courtes, parce que c'est quoi, l'affaire de 3-5 ans. De pire en pire. Mais ouais, non, mais c'est vrai que moi, c'est pas, tu vois, c'est pas du tout quelque chose qui m'est apparu au moment de voir le film, mais justement, peut-être parce que je suis pas concernée. Et du coup, d'où aussi qu'il faut avoir une pluralité de voix dans les médias et au cinéma, etc. Parce que manifestement, des gens sont capables d'avoir des... parce que nous, on peut pas avoir une lecture queer d'un média quand on n'est pas queer. Oui, c'est ça, Et du coup, quelle lecture vous avez en tant que femme de justement de The Power? Je repars sur le The Power. Mais justement, qu'est-ce que ça dit finalement? C'est important que ça sorte en 2022, des films comme ça. Qu'est-ce que ça dit à votre avis de ce qui se passe actuellement? C'est vraiment réponse très cliché, pardon, hein, mais c'est tout le post-MeToo et c'est vraiment parler. Ne pas briser le silence, s'unir, unir son pouvoir les unes aux autres, parce que du coup, une plus une, et au bout d'un moment, ça fait une voix très très forte et tu ne peux plus l'ignorer, et qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul. Enfin, vraiment, c'est tous les clichés qu'on nous sort depuis quelques années, mais c'est vrai pour ce film-là, je trouve. Oui, écoute, c'est vraiment intéressant que ça se fasse. Je dis pas, encore une fois, les femmes se cantonnent pas à réaliser des films post-MeToo, ou en tout cas avec ce genre de sous-texte. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup cette dénomination de film ou cinéma ou livre post-MeToo, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est vrai, hein, c'est, voilà, la parole des femmes se libère enfin, même si c'est pas si simple, hein, que bien sûr, voilà. Mais en tout cas, il y a cette tentative, il y a ce mouvement, et du coup, c'est normal que les créatrices s'en emparent et qu'il y ait enfin cette chose qui soit libérée et qu'elles aient envie d'en parler. Et c'est d'autant plus logique, je pense, que ça s'exprime à travers le prisme de l'horreur. Ça fait parfaitement sens. Voilà, je dis pas, elles font pas tout ça, mais c'est hyper logique et je pense que c'est puissant comme manière de le communiquer aussi, donc c'est super chouette, moi je trouve. Après, pour moi, le post-MeToo, je trouve qu'il est pas non plus que dans la réalisation des projets, mais dans la façon dont on les voit et dans la volonté de les regarder et de les consommer. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui existaient déjà, qui avaient déjà il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des post-MeToo, quoi. Voilà. Et c'est juste que personne n'y prêtait attention, que personne ne s'y intéressait, que les gens restaient à une lecture très binaire de l'œuvre quand ils la regardaient ou la lisaient. Et en fait, c'est que maintenant, comme c'est devenu omniprésent, on ne peut plus ignorer ces thèmes-là, et du coup, on ne peut plus ignorer l'impact émocionnel qu'on ressent face à ces films, alors qu'avant, je pense qu'il y avait une grosse indifférence aussi de clairement. Oh là là, les drames de meufs, là, on m'en fout. Maintenant, tu peux plus nous ignorer. Mais c'est vrai que
En fait, les femmes ont toujours parlé, c'est juste on les a jamais écoutées en fait. Enfin, c'est ces choses-là. Et peut-être que des projets comme celui qu'a mené Corinna Face auraient peut-être pas pu voir le jour il y a quelques années parce que justement ça faisait chier parce que c'était une histoire de meuf ou enfin je sais pas. C'est possible. Je pense qu'en termes de symboles, c'est super qu'aujourd'hui, parce que les femmes n'ont pas toujours pu accéder au rang de réalisatrice. Clairement. Donc c'est déjà super en tant que symbole qu'on se dise que ok, maintenant il y a des femmes qui réalisent des longs métrages d'horreur, parce que c'est pareil aussi, on a longtemps dit que les femmes et l'horreur ça faisait pas bon ménage, qu'elles faisaient pas ça, que voilà. Ça va aller. On offrira une tisane à Taous à la fin du live. Et faux, factuellement faux. Ce n'est que du vieux cliché de merde. Et donc c'est symboliquement fort qu'elle puisse accéder au rang de réalisatrice d'horreur pour en plus parler assez frontalement de ces sujets-là. Ouais. Donc c'est hyper positif comme sujet, et j'ai oublié où je voulais en venir avec ça. Non, je t'en prie. Donc ça c'est hyper positif. Et le fait que peut-être qu'il y a des prods, parce que souvent on dit oui mais dans ces cas-là ça surfe sur le truc, c'est exactement, c'est commercial, machin. Truc du quota, etc. Alors peut-être qu'il y a des prods qui se disent écoute, effectivement c'est les sujets du moment, sans doute que ça a marché, vas-y finance-le. En vrai je m'en fous. Tant que ça se fait, tant que le message passe, peu importe la logique derrière. Clair. Tant qu'on a des bons films et qu'en plus ils véhiculent les bons messages, tout bénef. Enfin, je me fiche en fait de toute manière. Tu produis jamais un film sans qu'il y ait une logique commerciale. Je veux dire, il y a de l'argent en jeu toujours. Donc Mais c'est pas que par amour de l'art. Non mais c'est intéressant. Tu parlais de statistiques justement. T'avais l'air d'avoir des chiffres. Alors non, je les ai pas en tête. Mais il y a beaucoup de recherches qui ont été faites et beaucoup dans la consommation de livres, dans la consommation de films. Et même moi, dans mon entourage, tous les mecs que je connais, je crois qu'il y en a peut-être 3 qui sont vraiment fans de films d'horreur. Toutes les personnes avec qui je parle de cinéma d'horreur, c'est toujours des meufs. Ouais. Et c'était même Bela Lugosi qui disait, donc il y a très 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 longtemps, que c'est les meufs qui venaient voir ces films. C'est les meufs qui étaient fans, c'est les meufs qui lui écrivent des lettres pour lui dire à quel point elles ont kiffé. Et ça, c'est vraiment un genre qui est hyper féminin, et en même temps, qui connaît mieux la peur, l'homme ou la femme? Alors après, on va ensuite, tu vas dans les minorités différentes. Évidemment, dès que tu sors de l'homme cis hétéro, la peur, on connaît tous. Que tu sois queer, que tu sois gros, que tu sois noir, que tu sois femme, que tu cumules tout. Évidemment qu'il y a des niveaux de peur, mais tu vois, ce truc de même se laisser aller à penser de la violence, regarder de la violence, qui passe son temps à exprimer sa colère? C'est les hommes. Qui passe son temps à la réprimer et qui du coup pendant 1h30 peut enfin faire et tuer-les tous. J'avais jamais réfléchi le truc comme ça, mais c'est vrai quoi. Pour moi, ça fait sens quoi. Puis c'est surtout qui connaît mieux la peur que les meufs quoi. C'est tellement vrai en fait. Tu vois, les hommes ont tellement voulu. C'est pareil, ça fait hyper généraliste, hyper cliché. Mais on s'en fout. Si vous n'êtes pas content, quittez ce Twitch. La meuf qui s'emballe. Tu vois, ils ont tellement voulu imprimer sur la société l'idée que les comédies romantiques c'était fait pour les femmes et que les films sont marketés comme ça et que les femmes répondent parce qu'elles ont, comme tout le monde, ont un besoin d'un sentiment d'appartenance et d'avoir l'impression qu'il y a des choses qui s'adressent à elles. Donc effectivement répondent à ces productions. Donc il y a des tendances comme ça qui ont pu se créer, mais il n'empêche qu'elles ont quand même toujours effectivement aimé les films d'horreur, parce que comme Taous, moi je veux dire dans mon entourage, oui je connais des hommes qui aiment les films d'horreur, mais je connais surtout aussi beaucoup des femmes, et il y a depuis longtemps des festivals de films indépendants ou de courts-métrages qui existent pour mettre en avant les films d'horreur, les courts-métrages d'horreur réalisés par des femmes aussi. C'est significatif parce que en fait il y en a plein qui veulent en réaliser, pas seulement en voir mais en réaliser, et j'ai encore oublié ce que je veux dire, mais voilà, c'est significatif de ton énervement. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur le fait que peut-être qu'en tant que réalisatrice de pouvoir aussi explorer tout ce qui te met en colère et de pouvoir je sais pas le sentiment de Corinna Face par exemple sur The Power, mais de pouvoir de matérialiser tout ce que tu traverses ou ce que tu as traversé, ça doit être c'est la catharsis ultime. Ça doit être la catharsis ultime parce qu'on passe notre temps à surfer sur des angoisses, à contenir, à surveiller, à faire attention à ceci, à cela, qu'on soit chez nous, qu'on soit dehors, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, on est toujours en train de se surveiller d'une manière ou d'une autre. On est toujours en train de faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à qui on parle. T'as un plombier qui vient chez toi, tu fais attention à comment tu te comportes, tu bouscules quelqu'un. Tu files ton adresse à tes copines. Tu te fais livrer de la bouffe à 23h, t'es toute seule chez toi, parfois tu fais ouais, c'est bon, c'est arrivé, j'ai des gens chez moi. Vraiment, t'as des trucs qui te passent par la tête, c'est pas normal, c'est pas normal de vivre comme ça. Et du coup, quand tu peux te poser dans ton canapé et dire ok, pendant 1h30, 2 heures, là, je vais vraiment tout concentrer
et tout diffuser, enfin tu vois, laisser cet échange se faire d'angoisse et de stress, putain, à la fin t'es c'est vraiment comme un gros massage ou une séance de sport, quoi. Moi c'est l'effet que ça me fait à chaque fois, c'est ok, ça pourrait être pire. Et tu trouves ça plus aussi chez... Enfin, tu te sens plus proche de films réalisés par des meufs, justement, te disant qu'elles peuvent explorer ce truc-là, ou finalement, il y a des thèmes en fonction, en effet, de ton expérience personnelle et tout, qui font que, voilà, t'as certains termes... Ouais, non, pas nécessairement. En fait, c'est sûr que quand c'est un film réalisé par une femme qui parle d'expérience féminine... Ouais, ça me parle évidemment beaucoup plus parce que je suis une femme cis, hétéro, que je suis en phase avec le genre qui m'a été attribué à la naissance et que je me suis construite dans ce genre-là. Je me suis questionnée et je me suis dit, est-ce que vraiment c'est mon... Ouais, ok, non, c'est sûr, d'accord, je suis vraiment une femme. Mais ça y est, c'est à mon tour d'avoir perdu ce que je voulais dire. Oui, donc ça vient répondre à ce besoin-là. Mais en fait, mon besoin de représentation, il va au-delà de ma féminité. Il est vraiment dans tous les aspects de ma personnalité, évidemment. De ma poésie, de mon univers personnel, de tous mes trucs à moi. Et c'est pour ça que j'aime énormément les films de loups-garous. J'adore la lycanthropie parce que, encore une fois, je trouve que c'est un genre qui est injustement attribué aux hommes, alors que vraiment, une créature qui change d'apparence et de personnalité tous les 28 jours, suite à un cycle... Putain, que ça se termine dans les poils et le sang. Donc, alors, encore une fois, c'est une vision très binaire de la féminité. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes trans qui se retrouvent dans la lycanthropie aussi, parce que, pareil, il y a cette histoire de dualité physique entre ce que tu es dedans, ce que tu es dehors, etc. Et donc, ça, c'est un point de vue qui ne m'appartient pas, mais que j'ai entendu. Et je trouve ça trop bien, justement, que pour un même mythe, des personnes puissent retrouver leur expérience et se dire « ça, c'est moi !» Et en fait, c'est pas juste toi, c'est plein de gens. Mais pour toi, entre toi et toi, c'est vraiment ton truc à toi et personne ne peut te l'enlever. Et pareil avec les vampires, je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant, hyper viscéral là-dedans de notre rapport à la vie, notre rapport à l'amour, au corps, à la mort, au fluide, à la maladie. Ça explore tellement de trucs qui, moi, m'obsèdent H24 que du coup, ça peut être réalisé par un homme, par une femme. Pour le coup, ça, je m'en fous du moment que j'ai ces images-là et je me dis voilà, ça y est, enfin, je débranche et je laisse quelqu'un d'autre faire le taf pendant 1h30 à ma place et après ça va me nourrir et ça va m'apaiser et au lieu d'avoir mes angoisses moi je vais avoir ces images là pour m'endormir et ça va me faire du bien. Partage cet avis aussi Oui, dans l'absolu, moi je trouve que évidemment que les hommes sont tout à fait aussi capables que les femmes de réaliser d'excellents films d'horreur et d'excellents personnages féminins, évidemment, puisque voilà, on en est tous capables à égalité. Il se trouve que voilà, plus récemment, il y a des films plus récents effectivement qui sont réalisés par des femmes avec des thématiques féministes, où c'est vrai que je me dis, putain, là c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même un regard qui est spécialement pertinent, qui me parle particulièrement, et évidemment le fait que ce soit réalisé par une femme n'est sans doute pas étranger à ça. Ce qui veut pas dire que c'est systématiquement mes films préférés ou quoi. Non. C'est juste que ça prouve à quel point c'est un regard dont on a besoin aussi, et qu'il est grand temps que... il y a une parité dans la réalisation parce que voilà, les femmes sont tout aussi capables que les hommes et qu'elles racontent des choses tout aussi passionnantes, qu'elles abordent des thématiques féministes ou pas, mais voilà, en tout cas ça sera forcément différent et donc ça, c'est forcément enrichissant d'avoir deux points de vue, mais comme c'est hyper intéressant d'avoir aussi encore une fois des réalisateurs qui sont queer, qui sont trans, qui sont pas blancs, enfin tu vois, on a besoin de diversité parce qu'on a besoin de diversité de points de vue parce que ça nous enrichit forcément. Au bout d'un moment, voir toujours les mêmes tribulations du mec blanc, tu fais on les connaît, c'est bon. Voilà, c'est bon, on a compris. Oh là là, c'est trop dur de baiser. Allez. Et oui, il y a des chefs-d'œuvre, mais voilà, la preuve c'est qu'il faut de la diversité. Il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup plu dans The Power, c'est... J'y arriverai pas, hein. The Power, The Power, ok, c'est bon. C'est cette idée de sororité aussi qu'on retrouve avec une fin presque positive, je sais pas, de liberté et tout. Est-ce que la fin positive, c'est pas forcément une habitude dans les films d'horreur finalement non ? On s'autorise à moins de happy ending qu'ailleurs peut-être. Ouais, mais c'est pas si rare. Après, non, je pense que c'est parce que happy end, c'est relatif. Est-ce que tout le monde survit ? Est-ce qu'une personne survit ou est-ce que personne survit ? Parce que parfois, genre, le héros survit, tu dis « Ah, ça se termine bien, mais toute sa famille est très bien. » Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Ouais, en fait, ce que je considère comme une fin heureuse, pour moi, c'est quand il y a le héros qui survit. Donc en fait,
Mais enfin, moi, j'étais assez contente de la fin, sans spoiler et tout, puisque, ouais, mais en effet, il y a quand même des décès, etc. Mais d'avoir cette image de la sororité qui est assez utilisée finalement aussi dans l'horreur. Enfin, il y a de groupes de femmes qui trouvent la force. Enfin, je pense à Dangereuse Alliance, mais c'est pas forcément de l'horreur, mais si. Ok, vous voyez, je sais pas classer les trucs, mais vous l'expliquez comment, vous, cette utilisation de la sororité ? Bah, alors parce que donc c'est marrant parce qu'on en parlait dans les toilettes en se maquillant juste avant avec Taous. mais cliché. C'est vrai que en fait c'est vrai que je pense que c'est un truc qui ressort aussi dans l'écriture féminine des films d'horreur dans ce moment, c'est qu'effectivement là on va avoir des rapports féminins qui sont beaucoup plus dans la sororité, alors que les hommes, en tout cas le patriarcat de manière générale, entretient un rapport de rivalité entre les femmes, et ça se ressentait aussi entre les personnages féminins à l'écran, et c'est encore le cas. Il y a encore parce que ils ont tendance à croire que on vit beaucoup pour leur regard, même si s'ils le pensent à un niveau tout à fait inconscient souvent, mais qu'on vit beaucoup dans leur regard, et que donc entre nous on est forcément toujours en guerre. Et ça c'est vrai que c'est une écriture très féminine, je pense, même si pas forcément que, mais en tout cas assez féminine, que d'aller vers justement des rapports humains solidaires entre les femmes, quoi. Ouais, parce que même les groupes de potes meufs écrits par des hommes, systématiquement, en vrai, tu sais, elles se détestent toutes. Oui, elles se détestent toutes, c'est sûr. Elles sont ensemble par défaut parce qu'elles ont grandi ensemble et c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui les unit. Elles se détestent. Elles ne partagent rien. Elles n'ont aucune passion en commun. Il n'y a rien. Et alors que je trouve que justement, quand les femmes écrivent des relations conflictuelles entre les femmes, notamment dans Jennifer's Body, là, il y a de la nuance parce qu'on a toutes grandi dans cet univers où tu avais d'un côté le patriarcat qui te disait il y a de la place que pour une meuf. Exactement. Dans chaque endroit. Je suis désolée, c'est comme ça. Et du coup, battez-vous. Et en même temps, toi, ton envie de connecter avec tes semblables et d'être face à quelqu'un qui comprend ce que tu traverses, quoi. Et donc, on avait beaucoup d'amitiés fusionnelles un peu toxiques, un peu bizarres, où on se déteste et on s'adore. Quand on se retrouve en couple avec d'autres gens, on ne sait pas si on est jaloux de la personne avec qui l'autre est en couple ou de la personne qui est en couple. Enfin, c'est ça, c'est hyper bizarre et ça peut être hyper intéressant d'explorer une relation amicale entre filles, notamment à l'adolescence, à travers ce prisme-là, sans pour autant tomber dans le cliché patriarcal de c'est que pour un mec. Et c'est que pour des histoires d'apparence et de chiffon, et c'est parce que oh là là, t'as acheté les mêmes chaussures que moi. C'est beaucoup plus profond que ça. Et parfois, oui, effectivement, ça prend la forme d'une engueulade sur une paire de pompes, mais derrière, t'as un passif de 3, 4, 5 ans. Waouh, c'est tellement profond. Et c'est des blessures qui sont si graves. Ouais, c'est vrai. Potentiellement mortelles, quoi. Et ça, c'est un thème que j'aimerais voir beaucoup plus exploité par les femmes aujourd'hui, parce que vraiment, moi, ça me fascine, les amitiés adolescentes féminines. Mais c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est rien de plus monstrueux. Et en même temps, c'est sublime. C'est horrible. C'est les plus belles histoires d'amour, quoi. Ouais. Moi, j'avais pas d'amis. Moi, j'en ai vraiment. Moi, j'en avais peu. Mais vraiment, à chaque fois, j'arrivais à avoir une meilleure amie féminine, et c'était ma vie. J'en ai eu quelques-uns. Moi, j'ai été vraiment trauma, J'ai trauma par des amitiés de genre, on te parle plus, on te parle, on te reparle plus, on te reparle. Tu sais même pas pourquoi, tu sais. Et c'est vrai que... Et on rigole en se regardant. Exactement, t'apprends des trucs sur... Mais c'est vrai que j'avais jamais réfléchi au fait d'avoir des images positives, tu vois, d'être un groupe de copines, en fait. Et là, même si dans The Power, c'est pas vraiment abordé de manière aussi frontale, parce qu'il finalement, il y a à peu près toutes les dimensions, tous les personnages féminins dans ce film. Enfin, il y a la lâche, il y a la meuf pas sympa, la belle pas sympa, il y a l'héroïne qui est un petit peu la final girl typique, qui est gentille, mais qui a aussi des bagages. Je trouve ça aussi intéressant de pouvoir d'écrire aussi tout le prisme des personnages féminins qu'on peut présenter. Je sais pas s'il en manque. La sororité par nécessité. Ouais. En fait, c'est soit on s'unit, soit on crève. Et ça, c'est aussi un aspect qu'on commence à voir de plus en plus et que je trouve hyper intéressant de juste regarder 3 secondes autour de soi et se dire est-ce que là, vaut mieux que je lui fasse la guerre ou est-ce qu'il vaut mieux que je lui tienne la main et qu'on parte en courant? Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et voilà, la nécessité de s'unir et de s'écouter et de se soutenir les unes les autres. Et du coup, ça transcende tout, la vie, la mort, les âges, tous les rapports sociaux. Et ça aussi, c'est un truc qui est hyper profond, hyper intéressant à explorer, je trouve. Ouais.
Enfin, je sais pas si... ouais. Oui, non, c'est vrai que c'est intéressant de les voir. Au bout d'un moment, l'important, c'est de faire front, effectivement, et de le faire ensemble. Mais comme tu disais, c'est vrai qu'il y a tout un panel qui est exploré et qu'on voit... Le film suggère pas mal de différences parce qu'il y a pas mal de choses qui sont assez subtilement suggérées sans que ce soit notamment un peu la rivalité avec l'infirmière qui est blonde et tout. Ouais. Qui a un visage de ouf. Enfin, ça ressemble vraiment à une poupée en porcelaine. Qui ressemble vraiment à une poupée en porcelaine. Je sais, impressionnant. Et donc, tu vois, là, on te laisse sous-entendre par les dialogues qu'il y a peut-être eu de la rivalité avant, enfin des soucis et tout. Et donc, effectivement, il y a tous ces rapports-là un peu plus clichés qui sont suggérés et qui sont pas faux, hein, bien sûr. Ça a beau être cliché, ça veut pas dire que c'est faux. Mais après, au bout d'un moment, effectivement, notamment le rapport entre l'héroïne et la petite fille aussi. Oui, c'est parce que t'es une femme et parce que je suis une femme que là, je sens que c'est moi qui dois t'aider. Tu vois, que moi, je sais exactement ce que tu ressens et que je peux identifier la menace telle que toi tu l'identifies, même si c'est pas le cas de l'entourage. Et encore une fois, ça, je pense que c'est l'écriture féminine est bénéfique pour ça. Ah non, mais ça, c'est sûr. Et il y a aussi cette figure aussi qui revient assez souvent dans le film d'horreur, qui est la figure de l'orpheline, en fait. Enfin, et je me demandais pourquoi elle était aussi récurrente. Évidemment, c'est dramatique, mais il y a quelque chose dans le fait de ne pas voir ses parents qui fait... que t'es laissée toute seule finalement. Je pense que c'est hyper facile de s'identifier à cette angoisse-là. Ouais. Et après, c'est aussi une facilité scénaristique de personne peut l'aider. Tu peux pas dire mais pourquoi elle appelle pas son. Il y a personne. Elle est toute seule. Et comment tu peux. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Tu vois quelqu'un qui sombre de plus en plus dans un monde de terreur et tu fais mais qui va l'aider ? Il y a vraiment personne. Et ça tire forcément sur les bonnes cordes, quoi. Puis ça, en plus, du coup, ça crée des personnages qui n'ont rien à perdre. Donc ils sont toujours prêts à aller jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas peur de plus revoir leur famille ou qu'on s'en prenne à leurs proches. Voilà. Il y a un peu cette transition d'ailleurs dans le film où il y a un moment où où l'héroïne change et décide d'un petit peu prendre le contrôle. Prendre le contrôle, quoi. Et c'est un plot twist qui revient souvent puisque je suis vraiment une débutante. C'est vraiment on pousse à bout, on pousse et après t'atteins les limites et là tu switches, tu fais OK. Non, c'est niqué pour vous. C'est trop tard. Ça y est, vous avez cramé toutes mes cartouches là. Et ça, c'est un truc. Moi, c'était un de mes plus gros fantasmes quand j'étais ado et que justement que j'étais harcelée à l'école et que vraiment on poussait. Je me dis, au bout d'un moment, ça va péter. Et non, rien, parce que je suis un être humain nul, boring, j'ai pas un seul pouvoir, pas un seul une corne, une griffe, rien. Mais ça, tu vois, voir ça dans les films d'horreur, ça m'a... Ouais. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est que par contre, donc là, on a ça dans The Power, mais que je trouve que c'est quelque chose, enfin, une trope qui est pas spécialement présente dans les films d'épouvante ou dans les films gothiques, justement. Je trouve, tu vois, que c'est quelque chose qu'on voit dans À l'intérieur, dans Carrie, mais le côté film de fantôme, souvent, c'est pas ça. Par exemple, souvent, les personnages, peut-être un peu comme dans Les Innocents, justement, parce que ça fait 3 fois que je le cite, je beaucoup ce film, mais où le personnage féminin devient un peu, glisse doucement dans la folie, mais n'a pas ce retournement de tout d'un coup, je vais tout casser. Moi, dans le gothique, il y a plus l'acceptation et la compréhension de, en fait, ils poussent et au bout d'un moment en fait tu te retrouves à être presque inséminé par leurs angoisses et leurs revendications et tu deviens toi-même un bras de leur vengeance ou un truc, enfin tu vois, une extension de tu rejoins cette espèce de maelstrom de hantise et ou alors tu arrives à t'en sortir et tu sombres un peu dans la folie, après tu repars, tu ressors du terrier. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus vaporeux, beaucoup plus psychologique que la force brutale de « vas-y, mets-moi une patate, 2, 3, 4, oh voilà, la 10e, je te préviens, ça va. » Mais c'est très marrant de voir ces analyses-là selon les genres, comment un même mécanisme est utilisé différemment et va se traduire différemment, c'est... Tu vois, c'est pour ça que j'adore l'horreur. Et du coup, non, mais c'est vrai qu'en plus, j'avais même pas spécialement analysé cet aspect, mais ta question me fait effectivement réaliser qu'il y a ça dans The Power, alors que je l'avais pas. Que c'est pas habituel de ce genre-là, quoi. Et qu'est-ce qui est habituel justement dans le film de fantôme, de quoi qu'est-ce que ça raconte, parce qu'on parlait par exemple de la lycanthropie, du loup-garou qui parle un petit peu des changements du corps et tout. Le film de fantôme ou le film un peu surnaturel, il interroge quoi finalement comme The Power? C'est souvent, je dis pas que c'est une généralité, mais c'est souvent un peu, je pense, le refoulé et l'inconscient. Tu vois, les fantômes, ils sont quand même souvent le reflet de ce que le personnage principal refuse de voir en face. Les vieux secrets enfouis. Voilà. Tout, c'est vraiment, tu vois, les fantômes du passé, c'est les fantômes tout court. C'est vraiment... Le souvenir, le deuil, les choses comme ça. Ça peut être de la culpabilité. C'est souvent... Enfin, par exemple, c'est pareil, je cite tout le temps, mais Edgar Poe, par exemple, c'est très souvent la culpabilité. Et oui, ça peut être soit ça, soit les vieux traumatismes que tu matérialises, plus ou moins, entre guillemets, sous la forme de fantômes, quoi. D'ailleurs, souvent, l'intrigue, c'est une fois que tu as compris...
Les fantômes ne te lâchent pas, et c'est vraiment assaut sur assaut sur assaut sur assaut jusqu'à ce que tu comprennes leurs revendications et ce qu'ils représentent. Et c'est là que tu es libéré de la malédiction et machin. Alors c'est souvent beaucoup plus subtil que ça, mais il y a un truc de verrou psychologique, de tant qu'on n'aura pas abattu ta porte, on va pas te lâcher. Et une fois que la porte s'abat, tu fais oh. Ce qu'on retrouve un peu dans ce film d'ailleurs, c'est vrai, avec... j'essaie de pas spoiler, mais avec ce fantôme qui arrive à enfin... c'est ça, une fois que tu comprends où est vraiment la menace, quoi. Ouais. Non, mais c'est que j'ai trouvé très bien amené, c'est sûr. Je sais pas si vous avez des questions finalement dans le chat, n'hésitez pas à les poser, notamment sur le film et sur l'horreur, justement. On parle d'ailleurs, la question, il y avait une problématique liée à ce live, c'était est-ce que les femmes ont toujours le mauvais rôle dans les films d'horreur ? Vous pensez quoi, vous ? Ben non, je pense que... Qu'il a encore le mauvais rôle. Non, mais même... Non, mais elles ont... non, mais même de toujours, en fait, je pense qu'elles ont beaucoup eu les rôles les plus intéressants. Alors, souvent, effectivement, du coup, c'était des rôles de méchantes, entre guillemets, mais aussi ce qui était intéressant parce qu'elles les avaient pas forcément par ailleurs. Donc non, au contraire, je pense que c'est pour ça aussi qu'on aime l'horreur, quoi. Ah bah ouais. Ouais, non, c'est justement, c'est ce qu'on dit depuis, ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que s'il y a bien un endroit où je pouvais voir des rôles de femmes intéressants, même s'ils avaient des défauts, même s'ils n'étaient pas comme j'aurais vraiment moi aimé, c'était quand même l'horreur. Je voyais pas ça ailleurs, quoi. Tu vois, j'adore les films d'action aussi. Je suis ultra fan de Fast and Furious et de ce genre de trucs. Mais là, pour trouver de la représentation féminine où je me dis, ouais, ça c'est trop moi. C'est chaud. Parce que vraiment, c'est soit t'es Gal Gadot ultra sexy, tu t'as aucune émotion, tu dis se passe rien dans ta vie à part que tu tombes amoureuse, soit t'es Michelle Rodriguez et là t'es badass. Et à un moment, tu te bats en robe de cocktail, en robe de soirée, parce que oulala, c'est un peu transgressif, mais c'est quand même sexy. Tu ouais, non, c'est bon. Alors que j'adore ces films, quoi. Et quel personnage vous attendez finalement, vous, dans les films d'horreur les prochains? Qu'est-ce que vous aimeriez voir, vous, peut-être comme figure féminine? On en a évoqué certaines, mais... moi, je veux des monstresses, moi. Ah ouais? Il n'y en a pas assez? Non. J'ai même pas le souvenir d'une monstresse, finalement. Il y avait la fiancée de Frankenstein, non? C'est tout? Non, bon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais je veux vraiment un des newbie avec un female gaze. Je veux la suite de Ginger Snaps et de Jennifer's Body et de tous ces films-là. Tu vois, toute cette succession-là, les Carrie et tout ça, c'est vraiment ma drogue. J'en veux plein. Explorer le corps, le vécu féminin, la puberté féminine, tous ces trucs-là à travers l'horreur. Je le veux en intraveineuse, quoi. Moi, c'est pareil, plus dans mon style de mon côté. Je rêve d'une adaptation des Hauts de Hurlevent, qui est mon roman préféré. Plus horrifique, où le personnage de Cathy, qui est fascinant, écrit par une femme, évidemment, Émilie Brontë. Le personnage de Cathy, qui est fascinant et qui est à la fois passionnant, hyper émouvant et magnifique, mais aussi très cruel et méchante par aspect. Et donc, c'est pareil, dans les Hauts de Hurlevent, il y a tout un aspect, il y a une histoire de fantôme aussi. Et je rêverais d'une version assumée, horrifique, épouvante des Hauts de Hurlevent. D'accord. Vous êtes passionnée par les films de fantômes, Judith, c'est ton dada, toi? Ouais, c'est vraiment... alors, j'appelle ça l'épouvante, mais alors c'est pareil, tout le monde colle pas forcément le mot épouvante au même genre, mais moi, le gothique, les fantômes, les maisons jolies, la victorienne et tout. Et tu l'expliques comment, justement, cet attrait? Peut-être parce que j'ai vite été biberonnée au film de Tim Burton, tout simplement, comme beaucoup de gens de ma génération, mais tu vois, quand t'es très, très jeune, marqué par l'esthétique de L'étrange jeune de Monsieur Jack, que je regardais beaucoup, donc qui est réalisé par Henry Selick, mais aussi Édouard de Main d'Argent, Beetlejuice, ça m'a très vite et ça a très vite été mon univers de confort. Et comme je le disais plus tôt aussi, c'est un univers qu'aime beaucoup ma mère aussi, donc je pense que tu vois, même sans spécialement y faire attention, c'est quelque chose qu'elle a dû beaucoup mettre à mon contact, en fait. D'accord. On nous pose des questions dans le chat. Est-ce que The Power est plus un film d'ambiance ou y a-t-il des jumpscares? Alors, il faut bien m'expliquer les jumpscares. C'est ces petits moments bien rythmés, c'est ça dans les films d'horreur? C'est des moments qui sont faits pour faire sursauter. C'est par exemple quelqu'un qui est dans la salle de bain, qui ouvre l'armoire à pharmacie où il y a un miroir, qui prend un truc, qui referme l'armoire, boum, il y a quelqu'un derrière. D'accord. Voilà. Avec souvent un soutien sonore, tu vois, genre un bruit artificiel. Ok. Et du coup, The Power, vous le mettez dans quelle catégorie? Les deux, je dis. Ouais, parce qu'il y a des jumpscares quand même. Hein. On peut pas bien le ranger, le mettre dans un des deux, hein? C'est l'horreur. L'horreur, c'est Messi, je suis désolée.
Vous voulez pas ranger un petit peu votre catégorie, la merde? Souvent, les gens qui parlent de films à jumpscare ont une vision très péjorative de ça, avec des jumpscares hyper artificiels, avec des sons qui n'ont rien à faire là, qui arrivent comme ça. Genre un chat qui va tomber sur un piano d'un coup, qui va voilà, c'est ça, genre en mode complètement gratos, et surtout dans des films en fait où l'horreur ne naît de nulle part ailleurs. Là, c'est pas ça. Je veux dire, il y a des jumpscares, mais qui servent le film. Oui, voilà, ils servent le film et par ailleurs, le reste de la mise en scène et de l'ambiance n'est pas du tout délaissé et l'horreur vient d'autres aspects. C'est bien fait, c'est trop bien. Ouais. Parce que t'en as vraiment, tu fais ça va être là, ça va être là, non bon. J'adore. Et le film d'ambiance, qu'est-ce qu'on définit un film d'ambiance? C'est les couloirs, c'est ça? C'est pas un terme monter la officiel. tension, quoi. Oui, non, je veux dire, c'est pas une catégorie film d'ambiance, tu vois, c'est pareil, c'est un peu... J'essaye de ranger, de ranger votre bordel. Non, je peux pas. Non, je vais essayer. C'est les catacombes. Non, mais oui, film d'ambiance, film d'atmosphère, c'est quand... il y en a 10 000, il y en a un. Ou Ring, enfin là du coup je cite des films asiatiques, mais même Shining, il y a pas de jumpscare, mais tu vois c'est tout ce qui va venir, parce que Shining par exemple t'as ce plan absolument génial des portes d'ascenseur qui s'ouvrent avec les flots de sang qui arrivent dans la pièce là, et c'est magnifique d'ailleurs, c'est sublime, mais à ce moment-là il y a quasiment pas de son, il y a genre une petite nappe de musique ou un truc comme ça, là c'est typiquement pas un jumpscare, et pourtant là c'est que visuel, mais quelle angoisse. Mais c'est vrai que le film d'horreur et là, on en parlait aussi, ça se savoure aussi dans une ambiance un petit peu particulière. Faut être dans une salle de cinéma, faut avoir ça à télé pour bien ressentir les choses et pour être au mieux. Vous les regardez où vos films? Chez vous, Pénard, ou vous préférez la salle de cinéma finalement? Moi, je vais plus trop au cinéma depuis quelques années parce que entre les puces de lit et maintenant la pandémie. Les puces de lit, la pandémie, au secours. Ça m'angoisse un peu, et surtout les gens pendant les films d'horreur, les gens savent pas trop se tenir. C'est vrai? Non, c'est très dur. Très dur. Ne jamais voir un film d'horreur au cinéma le samedi soir. C'est vraiment, si tu vas voir un film d'horreur, tu vas le voir le jeudi matin à 10h. Ils crient, ils rigolent très très fort pour compenser la peur. Ils mangent beaucoup de trucs qui font beaucoup de bruit pour se donner une contenance. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de... Vous êtes super dur, hein. Non, mais c'est dur, c'est vraiment dur. Et pourtant, j'adore manger du popcorn au ciné. Mais tu vois, moi, j'ai une éthique du popcorn, c'est-à-dire que je mange du popcorn que quand il y a beaucoup de bruit. Et dès qu'il n'y a plus de bruit, et j'attends, ça fond sur ma langue. L'éthique du popcorn. Et je ne fouille pas dedans. Et là, dès qu'il y a du bruit, c'est pour ça que j'adore les blockbusters pour ça, parce que tu as toujours plein de moments où tu peux manger du popcorn sans déranger les gens. Moi, j'essaie quand même d'aller au maximum en salle, mais c'est vrai que souvent dans les films d'horreur, tu vois, t'arrives, tu vois la salle, tu vois les jeunes avec tout leur paquet de popcorn et tu te dis oh là là, c'est mal parti, parce que souvent tu sais les gens crient ou rigolent exagérément pour tromper leur peur en fait, pour pas montrer qu'effectivement ils ont peur, ou alors juste pour se donner un spectacle, et donc ça c'est vrai que c'est excessivement pénible. Mais après une séance de film d'horreur au cinéma, quand on t'a foutu la paix, c'est génial. C'est royal, c'est super bien. Mais après voilà, même si la salle de cinéma, je pense que c'est à privilégier et que c'est génial et tout, moi j'oublie jamais que ma cinéphilie elle s'est quand même construite sur des télés un peu pourries chez moi et tout, et qu'en fait un film très efficace il peut aussi l'être dans des conditions moins bonnes. Ouais. Moi je regarde pratiquement que des films sur ma télé qui est pas si grande que ça, et je me mets dans le noir et tranquille, et puis j'apprécie mon truc tranquillement, et au moins j'ai aucune interruption. Après moi j'ai un problème d'attention qui est terrible, du coup j'ai tendance à faire pause toutes les 5 minutes parce que j'ai toujours un truc à regarder ou à faire à côté, donc c'est vraiment le cauchemar Internet. des cinéphiles. Atroce, mais je sais quand le faire et quand ne pas le faire pour que moi ça me convienne, et comme je suis toute seule, je m'en fous. C'est moi qui gère ma séance, donc je consomme mes films comme je veux, et ça me va très bien comme ça. Il y a quelque chose qui m'a assez plu dans The Power, et j'ai l'impression qu'en ce moment le cinéma, sa mode c'est à l'ultra long. Et je suis allée au cinéma là, voir des trucs de 2h30, de 2h... Et en fait, j'ai plus le temps. J'ai plus envie. Alors que l'horreur, j'ai l'impression que c'est encore un genre qui sait être efficace en 1h30, en 1h40. Plus. Après, comme on disait tout à l'heure sur la catégorie Elevated Horror, là, on a des films qui durent 2h30, 2h45. Moi, je trouve que c'était un scandale. Je suis désolée. Moi, je peux pas, c'est horrible. Mais vraiment, la dernière fois, je suis allée à un film, je suis rentrée, il était 18h, je suis sortie à 21h, je veux pas vivre cette vie-là. Et là, tu vois, d'avoir ce film, en fait, qui va... j'ai trouvé... dans une dynamique droite au but, c'est quand même super chouette. Moi, 90 minutes, c'est vraiment. Quand je lance un film et que je vois qu'il fait 90 minutes, merci. Mais voilà, c'est efficace. Et là, je sais que je vais le regarder sans trop m'interrompre et que je vais vraiment être dedans, quoi. Carrément. Et je trouve que on devrait,
remettez-vous en question les réalisateurs et les réalisatrices. Faites des films. Si intéressant. Voilà. Enfin, moi, on m'a appris toujours à résumer mes idées. Tu vois, quand tu fais des dissertes, c'est pas parce que tu fais 12 pages qu'elles sont mieux. Ouais, tu vois, ça, c'est les hommes, on leur a jamais dit de se taire. Exactement. Mais je pense qu'il y a d'excellents films qui durent des heures et des heures, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que tu prends de manière générale, souvent quand un film est très long, c'est aussi qu'il y a un problème de narration. Alors pas toujours, encore une fois, il y a des films qui sont très longs, qui sont excellents et qui méritent de l'être. Mais souvent, c'est qu'à un moment donné, tu vois, il y a du gras dans ton film. Ouais, quoi. Exactement. Ou que la personne est en train de s'écouter ou de se regarder faire, quoi. Et donc là, c'est vraiment pas le cas. En tout cas, moi, on peut que vous conseiller d'aller voir The Power, qui est donc dès demain dans les salles. Donc on vous conseille d'y aller tôt le matin, parce que pour éviter les bruits de popcorn et de jeunes. Ou pas le samedi, évidemment, pour bien profiter de tous ces films d'horreur. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. J'ai appris plein de trucs. Je me suis sentie un peu jugée. Non, je plaisante. Mais un terreau maintenant, on va dire. Un terreau. Je vais couper Thaous qui sort. Attends, vas-y, tu sors ton livre. Ah oui, je sors mon vas-y, livre. Tu veux en faire la promo, tu vas la faire mieux que moi. Voilà. Voilà. Exactement. Bien, voilà. Et puis on vous conseille d'aller voir des films féminins faits par des femmes comme The Power, de lire des livres faits par des femmes qui parlent aux femmes et de pouvoir un petit peu explorer ce post-MeToo finalement qu'on a très bien décrit. Voilà, allez voir The Power et puis on vous dit à très vite dans les salles, à très vite sur Twitch et puis à bientôt. Au revoir Twitch. Je vais au revoir avec mon livre.